Je venais à peine de rentrer de mon service de nuit quand ma belle-sœur, qui venait d'accoucher, m'a demandé de laver ses sous-vêtements. Face à mon refus, ma belle-mère m'a immédiatement giflé. 2 fois. Avec une telle force que ma joue me brûlait. Mon mari est aussitôt intervenu. Rentre chez toi, et ton mari s'occupera de toi. Ma femme n'est pas une domestique. Je m'appelle Chloé. J'ai 32 ans cette année. La plupart des gens finissent leur journée de travail dans l'après-midi, rentrent chez eux et dînent en famille. Mon travail, au contraire, commence au moment où les lumières de la ville s'allument. Je travaille au service client d'une grande entreprise de services, exclusivement de nuit. Le travail n'est pas trop exigeant physiquement, mais il est synonyme de nuit blanche, de téléphone qui sonne sans interruption jusqu'au matin et d'un état de fatigue permanent. Ce jour-là, comme d'habitude, j'ai terminé vers 5 heures du matin. Le ciel était encore gris et les lampadaires n'étaient pas tout à fait éteints. J'étais dans le dernier bus. J'avais la tête qui tournait, n'ayant bu que du café toute la nuit pour rester éveillé. La seule chose à laquelle je pouvais penser était de rentrer, de prendre un bain chaud, de manger quelque chose, puis de m'effondrer dans un sommeil profond. Cependant, dès que j'ai franchi le portail de la maison, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. La porte du salon était grande ouverte. À l'intérieur, c'était un tel désordre qu'on aurait dit qu'une tornade était passée par là. Dans un coin, des couches usagées s'entassaient dans une bassine en plastique. Des biberons traînaient sur la table, des lingettes, des petites serviettes et des vêtements de bébé étaient éparpillés partout. L'air était lourd, un mélange d'odeur de lait et de linge sale qui n'avait pas été lavé depuis longtemps. J'ai soupiré doucement. Depuis que ma belle-sœur, Sophie, était revenue vivre chez nous avec son bébé pour sa convalescence postpartum, la maison n'avait presque jamais connu un moment de calme. Sophie est la femme de Julien, le frère aîné de mon mari. Autrefois, ils étaient la fierté de la famille. Ils avaient une belle voiture, portaient des vêtements de marque et ne semblaient jamais s'inquiéter pour l'argent. Ma belle-mère, Martine, ne cessait de vanter les mérites de son fils aîné, dont les affaires prospéraient et qui gagnait bien plus que la moyenne. Pendant ce temps, mon mari, Lucas, n'était qu'un simple employé. On les comparait souvent, mais tout s'est effondré en une seule nuit. Julien a été arrêté pour sa participation à un réseau de contrebande de cigarettes. Après des mois d'enquête, il a été condamné à 3 ans de prison. Sophie, alors enceinte de 7 mois, n'a pas été inquiétée. Après l'accouchement, elle s'est installée complètement chez mes beaux-parents, prétextant avoir besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. À partir de ce jour, tout a changé dans la maison. Ma belle-mère traitait Sophie comme une poupée de porcelaine. Mon beau-père, Alain, était également fou de son premier petit-fils. Et moi, qui continuais à travailler régulièrement, à contribuer aux dépenses du ménage et à aider chaque jour aux tâches domestiques, je suis lentement devenue celle sur qui tout le travail supplémentaire retombait. À peine entrée dans le salon, j'ai vu Sophie. Avachie sur le canapé dans un peignoir ample, elle tenait son téléphone dans une main, faisant défiler les réseaux sociaux, et s'éventait de l'autre. Des restes de boissons traînaient sur la table, et, à ses pieds, une grande bassine en plastique était remplie de linge sale. Avant même que j'aie pu dire bonjour, elle a levé la tête. « Ah, tu es là !» J'ai hoché la tête. « Oui, Sophie. » D'un mouvement de menton, Sophie a désigné la bassine à ses pieds. « Alors, s'il te plaît, lave-moi ces vêtements. » Je suis restée silencieuse un instant. Elle a froncé les sourcils, comme si j'avais demandé quelque chose d'étrange. « Et cette bassine, tu la laves à la main, tu entends ? Le linge d'une femme qui vient d'accoucher, on ne le met pas à la machine. » J'ai regardé où elle montrait. La bassine contenait un amas de vêtements, des lingettes et des habits de bébé, mais aussi une grande quantité de sous-vêtements féminins, de chaussettes et de pantalons d'intérieur. Certaines pièces trempaient visiblement depuis la veille, dégageant une odeur qui m'a fait involontairement froncer le nez. Je suis restée là, muette, pendant quelques secondes. Après une nuit blanche, mon cerveau ne fonctionnait pas très bien. Je ne m'attendais vraiment pas à recevoir une telle tâche dès mon retour. J'ai essayé de parler d'un ton aussi doux que possible. « Sophie, je viens de rentrer du travail de nuit. Je suis vraiment fatiguée. S'il s'agit de vêtements normaux, je les mettrai à la machine plus tard. Mais pour les sous-vêtements personnels, ce serait peu. Être mieux que tu les laves toi-même. » En entendant cela, l'expression de Sophie a changé instantanément. Elle a jeté son téléphone sur la table. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» J'essayais toujours de rester calme. « Je ne pense rien de mal. C'est juste que, les vêtements personnels, il est d'usage que leur propriétaire les lave. » Sophie a éclaté d'un rire méprisant. « Tu es la belle-fille de cette famille, et tu fais des comptes d'apothicaire quand il s'agit de laver le linge de ta belle-sœur ?
Je les regardais, la colère commençant à monter en moi. Si j'acceptais aujourd'hui, demain ce serait autre chose, et après-demain encore autre chose. Il y a des choses que, si vous ne les refusez pas dès le début, les gens finissent par considérer comme votre devoir. J'ai répondu lentement. Tu es ma belle-sœur, pas ma mère, et tu n'es pas non plus invalide. À peine ma phrase terminée, le visage de Sophie s'est assombri. Elle s'est redressée. Tu veux dire que je suis une profiteuse? Je viens d'accoucher? Tu ne vois pas que je suis en postpartum. Je ne dois pas toucher l'eau froide. Je dois éviter les courants d'air. Toi qui es jeune et en bonne santé, tu pourrais bien aider un peu. Pourquoi pas? J'ai serré les lèvres, ne répondant pas immédiatement. Si elle était vraiment si faible qu'elle ne pouvait même pas toucher l'eau, je pourrais être comprendre. Mais cette femme passait des heures chaque jour sur son téléphone, en appel vidéo avec ses amis, à commander de la nourriture, des cosmétiques et à bavarder. C'est seulement pour laver ses propres vêtements qu'elle devenait soudainement incapable. J'ai regardé la bassine de linge sale, puis le visage arrogant de Sophie. Après des mois de patience, j'ai compris quelque chose très clairement. Cette femme ne m'avait jamais considérée comme sa belle-sœur. À ses yeux, j'étais juste quelqu'un à qui on pouvait donner des ordres, et je savais que si je cédais aujourd'hui, des choses encore pires se produiraient plus tard. Cet incident du matin avec le linge n'est pas sorti de nulle part. De l'extérieur, on pourrait penser que Sophie était sensible après son accouchement et que j'étais irritable à cause de la fatigue. Mais en réalité, son attitude méprisante mûrissait dans cette maison depuis des années. Cela a commencé le jour où mon beau-frère Julien est soudainement devenu la plus grande fierté de ses parents. Quand je me suis mariée, la famille de mon mari vivait encore dans une vieille maison de 3 étages dans une petite rue étroite en banlieue. Ils n'étaient pas pauvres, mais on ne pouvait pas non plus les qualifier d'aisés. Mon beau-père, Alain, était déjà à la retraite et passait ses journées à lire le journal au café avec ses amis. Ma belle-mère, Martine, vendait sur le marché. C'était une femme au caractère bien trempé qui voulait toujours avoir le dernier mot. À l'époque, je croyais qu'en étant polie, travailleuse et modeste, mes beaux-parents m'aimeraient certainement. Mais je me trompais. Dans cette maison, on n'aimait pas la personne la meilleure, mais celle qui gagnait le plus d'argent. Et aux yeux de ma belle-mère, cette personne était Julien, son fils aîné. Julien avait 5 ans de plus que mon mari. Avant, il n'était qu'un petit commerçant. Personne ne savait exactement ce qu'il faisait. Mais environ 2 ans après mon mariage avec Lucas, Julien a soudainement connu un grand succès. D'abord, il a acheté une moto coûteuse, puis il a changé son téléphone pour le dernier modèle, a commencé à fréquenter les restaurants et à ramener de beaux cadeaux à ses parents. Chaque fois que Julien rentrait, le visage de Martine s'illuminait, et Alain se redressait et parlait plus fort. Une fois, au dîner, Julien a posé une épaisse liasse de billets sur la table et a dit nonchalamment « Maman, achète une nouvelle machine à laver avec ça. L'ancienne est dépassée. » Martine a souri largement, ses yeux plissés. Bien sûr, mon fils aîné a de l'argent, il est intelligent, il sait comment rendre ses parents heureux. Pas comme l'autre, qui trime du matin au soir pour un salaire qui suffit à peine. Elle n'a pas dit cette phrase en l'air. En la prononçant, elle a jeté un regard à Lucas. Moi, j'ai simplement baissé les yeux, faisant semblant de ne pas entendre. Mon mari Lucas travaillait comme technicien dans une entreprise d'électronique. Il n'était pas riche, mais il était travailleur et avait bon cœur. Chaque mois, il me donnait une partie de son salaire pour aider aux dépenses du ménage. Il n'était pas du genre flatteur, n'aimait pas se vanter, et surtout, n'utilisait pas l'argent pour marquer des points. C'est peu, être pour cela qu'aux yeux de ses parents, il était toujours inférieur à son frère. Martine m'a dit un jour ouvertement « L'un est malin et sait faire de l'argent, l'autre ne touche que son salaire mensuel. Le même sang, mais pas la même chance. » J'ai senti ma poitrine se serrer en entendant ces mots. J'ai regardé Lucas, il continuait de manger en silence, mais la main qui tenait sa fourchette s'est longuement immobilisée. Je savais qu'il était triste, mais il ne voulait pas contredire ses parents. Et moi aussi, à ce moment-là, je me suis tue. Je me consolais en me disant que les parents aiment peu être comparés. Si je m'en mêlais, ils me trouveraient irrespectueuse. Mais c'est précisément ce silence qui les a rendus encore plus audacieux. Peu de temps après, mes beaux-parents ont annoncé qu'ils achetaient une nouvelle maison pour Julien et Sophie. Alain a déclaré fièrement au dîner. Julien a de grosses affaires. Il lui faut une maison décente. Quand il recevra des invités ou des partenaires commerciaux, nous pourrons être fiers. Martine a approuvé d'un signe de tête. C'est vrai, ceux qui ont le sens des affaires doivent être soutenus. S'il reste dans cet endroit exigu, ça ne fera que freiner sa chance. J'étais assise là,
et mon cœur est soudainement devenu glacé. Mes beaux-parents ont rassemblé leur argent, ont même emprunté à des proches, pour acheter une maison à Julien. Quant à nous, on nous a demandé de rester dans la vieille maison avec eux et de partager les frais de nourriture, d'électricité, d'eau, de médicaments et de tout le reste. Quand j'ai demandé à Lucas s'il ne se sentait pas lésé, il a simplement souri amèrement. « Laisse tomber, ma chérie. Peu. Être que nos parents pensent que mon frère Julien a besoin d'une bonne image pour ses affaires. Nous, vivons simplement. Ce n'est pas grave. » J'ai eu pitié de mon mari pour cette phrase. Un homme qui recule de plus en plus devient parfois, à cause de cela, encore plus méprisé par sa propre famille. Depuis qu'elle avait sa propre maison, Sophie avait encore plus changé. Devant mes beaux-parents, elle se montrait toujours généreuse. De temps en temps, elle leur achetait une bonne bouteille de vin, du saucisson ou des pommades médicinales. Mais avec moi, elle parlait toujours sur un ton mi-moqueur, mi-méprisant. Une fois, en me voyant rentrer du travail en tenue de bureau, elle a souri. « Toi aussi, tu es bien courageuse. Allez au bureau tous les jours. Moi, je ne serais pas faite pour être une employée. C'est fatigant de recevoir des ordres des autres. » J'ai juste souri, mais elle n'a pas arrêté là. Elle se vantait souvent de ses bijoux, de son argent, de sa nouvelle maison, et même du canapé à plusieurs milliers d'euros qu'elle venait de commander. Partout où elle allait, elle disait que son destin était d'être une patronne. Pas le genre de personne qui attend son salaire toute sa vie et compte chaque centime en faisant ses courses. Ces mots, bien que semblant jetés en l'air, semblaient toujours nous être adressés. Ce qui était étrange, c'est que Julien rentrait de plus en plus tard. Parfois, il était presque minuit quand je descendais à la cuisine pour boire et que je voyais sa voiture s'arrêter devant le portail. Il sentait la fumée et la poussière de la route, ainsi qu'une odeur étrange de marchandises que je ne connaissais pas. Si Martine posait des questions, il répondait brièvement. « J'ai livré de la marchandise, maman. » Alain ne posait pas plus de questions, se contentant de sourire avec satisfaction. C'est ça, les grosses affaires, bien sûr qu'il est occupé. Un homme doit être comme ça pour gagner de l'argent. Pendant ce temps, Sophie s'enfermait souvent dans sa chambre pour compter de l'argent. Une fois, je lui ai apporté des fruits dans sa chambre. La porte était légèrement entr'ouverte. Je l'ai vue assise sur le bord du lit. Devant elle, plusieurs liasses de billets attachés avec des élastiques et un épais carnet. Quand elle m'a vue, elle a immédiatement fermé son carnet, l'a jeté dans un tiroir et m'a dit froidement « La prochaine fois, avant d'entrer dans la chambre de quelqu'un, frappe d'abord. » Je me suis excusée à la hâte, mais un malaise s'est installé en moi. À l'époque, je ne savais pas d'où venait tout cet argent. Je savais seulement que mes beaux-parents ne se doutaient de rien. Pour eux, l'argent était la preuve du succès. Plus Julien rentrait tard, plus ils étaient fiers. Plus Sophie se comportait avec arrogance, plus ils y voyaient l'aura d'une grande dame. Pendant ce temps, nous, qui vivions honnêtement de nos salaires, étions devenus les perdants dans notre propre maison. C'est pourquoi, ce matin-là, cette bassine de linge n'était pas juste une bassine. C'était le point culminant d'années de favoritisme, de traitement méprisant et de l'inaction de la famille de mon mari, qui avait laissé Sophie se sentir supérieure aux autres, simplement parce qu'elle avait eu de l'argent un jour. Je ne savais pas encore que derrière la fortune dont ils étaient si fiers se cachait un trou noir dans lequel, une fois tombée, toute la famille ne pourrait plus jamais remonter. Tout a été révélé un soir, avant Noël. L'air commençait à se rafraîchir. Tout le monde était occupé par les achats. Chez mes beaux-parents, on discutait encore de la manière de montrer la réussite de Julien aux proches pendant les fêtes. Martine m'a même dit « Cette année, je crois qu'il va falloir faire une grosse dinde. » Julien a maintenant une réputation. Les invités qui viendront chez nous devront être accueillis dignement. Ce soir-là, vers 22 heures, le téléphone d'Alain n'arrêtait pas de sonner. Au début, il a répondu en grognant, pensant que c'était un mauvais numéro. Mais à peine quelques secondes après avoir répondu, son expression a complètement changé. La tasse de café dans sa main a heurté la table. Martine, assise à côté de lui, a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi es-tu si pâle ?» Alain n'a pas répondu. Il a juste bégayé. Julien. Julien a été arrêté. Toute la maison a semblé se figer. Je me tenais à la porte de la cuisine, un torchon encore à la main. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Martine s'est précipitée, a arraché le téléphone des mains de son mari, mais la ligne était déjà coupée. Paniquée, elle a rappelé Julien. Le premier appel est resté sans réponse. Le deuxième non plus. Au cinquième, son numéro n'était plus disponible. Elle tremblait.
C'est impossible. Les affaires de Julien sont honnêtes. Qui oserait l'arrêter? Vers minuit, un ami d'Alain est venu en scooter. Il a raconté que le camion de Julien avait été fouillé à la périphérie de la ville. Selon les papiers, le camion transportait des biscuits secs et des décorations de Noël, mais à l'ouverture, ils ont trouvé une grande quantité de cigarettes de contrebande, soigneusement dissimulées. Et la personne responsable de la livraison, celle qui avait signé le bon, c'était Julien. En entendant cela, Martine s'est effondrée sur sa chaise. Non, c'est sûrement un coup monté. Mon fils ne ferait jamais une chose pareille. Alain était assis, perdu dans ses pensées, les yeux rouges. L'homme qui, auparavant, se rengorgeait fièrement en présentant son fils aîné comme un jeune entrepreneur, méprisant le salaire honnête de Lucas, était maintenant assis en silence, comme s'il avait perdu sa voix. J'ai regardé mon mari. Lucas se tenait près de la porte. Son visage était tendu, mais il ne disait pas un mot. Peu. Être que son cœur souffrait aussi. Même s'il était souvent comparé et méprisé, Julien restait son frère. La nouvelle de l'arrestation de Julien s'est répandue plus vite que nous ne le pensions. Le lendemain matin, les voisins se rassemblaient déjà devant le portail. Certains faisaient semblant de passer par là pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. D'autres chuchotaient, mais intentionnellement assez fort pour être entendus. L'enrichissement soudain, il faut voir d'où vient l'argent. Martine, en entendant cela, a claqué le portail, puis est rentrée dans la maison en jurant. Sale langue. Mon fils n'est pas encore prouvé coupable qu'il lui souhaite déjà le pire. Mais avec le temps, l'affaire n'était plus une simple rumeur. L'enquête a révélé que ce n'était pas la première fois. Des bons de livraison, des virements compliqués et les fameux voyages nocturnes que Julien appelait auparavant des approvisionnements ont refait surface. Les choses qui étaient autrefois considérées comme des signes de succès se sont avérées être les maillons d'une chaîne d'affaires illégales. Sophie était alors enceinte de 7 mois. Elle a pleuré et a dit qu'elle ne savait rien. Elle était juste à la maison, s'occupant de sa grossesse et aidant parfois à noter les dépenses. Mais la police l'a convoquée plusieurs fois pour témoigner, car son écriture figurait également dans le carnet. Chaque fois qu'elle rentrait, elle pleurait devant Martine. « Maman, j'ai peur. Je n'ai fait que ce que Julien m'a demandé. Je ne savais rien. » Martine la serrait dans ses bras en pleurant, tout en accusant les circonstances. « Ma pauvre belle-fille, son mari a des ennuis. Maintenant elle souffre aussi, et enceinte. À partir de ce jour, Sophie est soudainement devenue la personne la plus à plaindre aux yeux de mes beaux-parents. Personne ne parlait plus des moments où elle comptait l'argent, s'enfermait dans sa chambre pour prendre des notes ou me regardait avec mépris. Quelques mois plus tard, Julien a été condamné à 3 ans de prison. En entendant le verdict, Martine s'est effondrée en larmes. Alain a vieilli d'un coup. Mais il essayait toujours de garder la face devant les proches, disant toujours que son fils s'était juste égaré un instant. La maison de Julien et Sophie, autrefois si lumineuse et pleine de rire, est devenue silencieuse. Les dettes ont aussi commencé à faire leur apparition. Des gens sont venus réclamer l'argent des marchandises, d'autres demandaient le remboursement de prêts, et même des inconnus se tenaient juste devant le portail, regardant, puis repartant. Quand Sophie a accouché, Martine, prétextant que sa belle-fille n'avait personne pour s'occuper d'elle, l'a immédiatement ramenée ici. Elle nous l'a dit sur un ton qui n'admettait aucune contradiction. « Votre belle-sœur vient d'accoucher? Son mari n'est pas là. En tant que beau-frère et belle-sœur, vous devez l'aider. La maison sera plus encombrée, un peu plus à l'étroit. Il faut l'accepter. » Depuis que Sophie était revenue, la maison, déjà pas très spacieuse, était devenue encore plus exiguë. Le salon servait de séchoir. Dans la cuisine, une soupe ou une tisane était toujours en train de mijoter. La nuit, on entendait les pleurs du bébé. Le jour, la voix de Martine donnant des ordres à tout le monde. Mais étrangement, la plupart du temps, c'est à moi qu'elle donnait des ordres. Au début, je me consolais en me disant que Sophie venait d'accoucher. J'aide là où je peux. Je préparais de la soupe, lavais les biberons, nettoyais le salon sans compter. Mais Sophie ne considérait pas cela comme de l'aide, elle le prenait pour acquis. Une fois, assise dans son lit tout en tapotant sur son téléphone, elle a crié « Chloé, fais-moi un verre de lait chaud !» Une autre fois. « Chloé, apporte-moi la serviette. » Chloé, lave ses vêtements. Chloé, occupe-toi de ton neveu un petit moment, je veux dormir. Je venais à peine de rentrer du travail, de poser mon sac, et on m'appelait déjà comme une domestique. Ce qui m'agaçait le plus, c'est que même si elle était tombée en disgrâce, Sophie n'arrivait pas à se défaire de son habitude de se vanter. Elle disait souvent devant Martine. Autrefois, j'ai aussi donné beaucoup d'argent à papa et maman pour la rénovation de la maison.
Maintenant, je vis ici pour quelques mois. Je suis sûre que personne n'y voit d'inconvénient, n'est-ce pas? Martine, en entendant cela, me jetait un regard, comme pour me rappeler d'être reconnaissante. Je me suis retenue de nombreuses fois. J'ai été patiente parce qu'elle venait d'accoucher. J'ai été patiente parce que son bébé était innocent. J'ai été patiente parce que je ne voulais pas que Lucas soit pris entre sa femme et sa famille. Mais plus j'étais patiente, plus Sophie devenait effrontée. Jusqu'à ce matin-là où, en rentrant du travail de nuit, elle a désigné le linge sale et m'a ordonné de le laver à la main. À cet instant, j'ai réalisé que la gentillesse, lorsqu'elle est offerte à la mauvaise personne, ne sert qu'à se faire écraser. Pour en revenir à ce matin-là, lorsque Sophie m'a ordonné avec arrogance de laver la bassine remplie de ses sous-vêtements, j'essayais déjà de réprimer toute la fatigue de mon corps. Après une nuit blanche, j'avais mal à la tête, les yeux qui piquaient et la gorge amère à cause du café. Mais je me suis quand même rappelé de parler poliment, car si j'étais la première à perdre patience, toute la maison me qualifierait immédiatement de belle-fille insolente. J'ai regardé Sophie droit dans les yeux, et j'ai dit lentement, mot pour mot. Sophie, je peux aider pour les tâches ménagères communes. Tu viens d'accoucher. Je ne suis pas insensible. Mais s'il te plaît, lave tes sous-vêtements personnels toi-même. C'est trop intime. Je ne peux pas les laver. J'ai parlé très clairement et doucement, sans aucune intention de blesser. Mais pour une personne comme Sophie, habituée à donner des ordres, le moindre refus était considéré comme un crime. Elle a immédiatement porté la main à son ventre, s'est affalée contre le canapé, le visage déformé, comme si on venait de la bousculer. Sa voix, auparavant stridente, s'est soudainement changée en sanglots. « Maman, maman, viens voir. J'ai accouché il y a à peine 3 mois. J'ai juste demandé à ma belle-sœur de m'aider à laver quelques vêtements, et voilà qu'elle m'humilie. Elle me dit de les laver moi-même. On sent bien qu'on est un fardeau pour elle dans cette maison. » Tout en parlant, elle s'essuyait le coin des yeux. Mais je voyais bien qu'il n'y avait pas la moindre larme. On a entendu un bruit de chaussons venant de la cuisine. Martine est sortie en courant, une cuillère en bois encore à la main. Dès qu'elle a vu Sophie se tenant le ventre sur le canapé, elle m'a immédiatement regardée. Ses yeux lançaient des éclairs, sans même avoir besoin de poser de questions. Son regard était celui de quelqu'un qui me jugeait coupable d'un grand crime. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il est à peine le matin et vous vous disputez déjà. » J'ai pris une profonde inspiration. « Maman, je ne me dispute pas. Je rentre du travail de nuit, je suis très fatiguée. J'ai juste dit à Sophie que je mettrais le linge normal à la machine plus tard, mais qu'elle devrait laver ses sous-vêtements elle-même. Je pense que c'est tout à fait normal. » En entendant cela, le visage de Martine s'est assombri. Elle a claqué la cuillère en bois sur la table. Sa voix était un grondement. « Normal ? Ta belle-sœur a donné le premier petit-fils à cette famille. Son corps est encore faible. Si elle touche l'eau et qu'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fera ? Elle te demande de laver quelques vêtements, et tu te plains comme si on te demandait de porter des pierres. Quel genre de belle-fille es-tu ? » Je l'ai regardée. Mon cœur est devenu glacé. Encore cette histoire de petit-fils. Depuis que Sophie avait accouché, ces mots semblaient être une carte magique dans cette maison. Elle pouvait tout demander, donner des ordres à n'importe qui, et se comporter comme elle le voulait, parce qu'elle avait donné un garçon à la famille. Tandis que moi, bien que je travaille jour et nuit, que je contribue aux frais de subsistance et que je m'occupe de la maison, je restais juste la belle-fille cadette, à qui on pouvait donner des ordres à tout moment. J'ai essayé de garder ma voix calme, mais les mots qui sont sortis n'étaient plus aussi doux qu'auparavant. « Maman, je respecte Sophie parce qu'elle vient d'accoucher, c'est pourquoi j'ai aidé aux tâches ménagères jusqu'à présent. J'ai préparé de la soupe, lavé les biberons, nettoyé le salon. Quand elle dormait, je ne me suis jamais plainte. Mais accoucher ne lui donne pas le droit de m'humilier et de me commander comme une domestique. Je travaille aussi, je gagne de l'argent, je contribue à l'entretien de cette famille. Je ne vis pas ici gratuitement pour être humiliée de la sorte. » Dès que la dernière phrase a été prononcée, l'air dans le salon s'est glacé. Sophie, qui était jusqu'alors affalée sur le canapé, a légèrement ouvert les yeux et m'a regardée. Le coin de sa bouche s'est légèrement relevé. Ce n'était pas le regard d'une personne blessée. C'était le regard de quelqu'un qui attendait qu'un combat éclate, exactement comme elle le voulait. Martine est devenue folle de rage. Elle s'est précipitée vers moi si vite que je n'ai pas pu l'esquiver. Clac. Une gifle a claqué sur ma joue gauche. Ma tête a tourné sur le côté, mes oreilles bourdonnaient. Ma vue s'est obscurcie pendant quelques secondes. Je me tenais la joue, et avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, la deuxième gifle est arrivée. Clac! Ma joue droite brûlait, comme si on l'avait frappée avec du feu. Martine m'a pointé du doigt. Sa voix tremblait de colère.
Belle fille insolente. On te donne un petit conseil et tu réponds déjà. Tu crois que parce que tu gagnes un peu d'argent, tu peux faire ce que tu veux dans cette maison? Je vais te dire quelque chose. Une fois que tu es entré dans cette famille, tu dois respecter les règles de la famille. N'apporte pas tes manières de l'extérieur pour faire la leçon à tes aînés. Je suis restée figée au milieu du salon. Mes deux joues me brûlaient, ma gorge était serrée. Pas seulement à cause de la douleur. La douleur sur mon visage passerait peu, être en quelques jours, mais le sentiment d'être giflée devant les autres, comme si je n'avais aucune dignité, m'a poignardé droit au cœur. J'ai regardé Martine, puis Sophie. Elle était maintenant assise droite. D'une main, elle caressait son ventre, ses lèvres étaient serrées, mais une satisfaction non dissimulée brillait dans ses yeux. C'est à ce moment-là qu'Alain est entré depuis la cour. Il avait peu, être déjà entendu le bruit. Un instant, j'ai cru qu'il demanderait au moins ce qui s'était passé, ou qu'il calmerait Martine. Mais non, il m'a juste jeté un regard, puis a regardé la bassine de linge par terre. Sa voix était froide. Tout ce scandale pour un peu de lessive? Une femme dans une maison doit être patiente. N'argumente pas tout le temps, tu perds ta bienséance. Cette phrase a été comme un autre seau d'eau glacée versé sur mon cœur. À leurs yeux, le fait que j'ai été giflée n'était pas important. Le fait que je rentre du travail de nuit et que je sois fatiguée n'était pas important. Le fait qu'on me force à laver les sous-vêtements de quelqu'un d'autre n'était pas non plus important. La seule chose qui comptait pour eux, c'était de savoir si je m'inclinais docilement ou non. Je me suis mordu la lèvre, essayant de retenir mes larmes. Je ne voulais pas pleurer devant Sophie, je ne voulais pas qu'elle me voie faible. Mais mes deux mains tremblaient, de colère et de tristesse. J'étais là, au milieu du salon, face à ma belle-mère, mon beau-père et ma belle-sœur. Pour la première fois, j'ai senti que cette maison n'était plus un endroit où je pouvais vivre. Et juste au moment où je pensais être complètement seule, la porte de la chambre du fond s'est ouverte. Lucas se tenait sur le seuil. Ses cheveux étaient encore en désordre. Son visage était sombre. Peu, être que le bruit des deux gifles l'avait réveillé. Ses yeux ont balayé la bassine de linge, ont vu le visage satisfait de Sophie, puis se sont arrêtés sur mes deux joues rouges. À cet instant, j'ai vu ses poings se serrer. Sans même une explication, il semblait avoir tout compris. Lucas se tenait sur le seuil de la chambre, le corps tendu. Il a vu mes deux joues rouges, puis a baissé les yeux sur la bassine de linge par terre. Son regard, habituellement doux, est soudainement devenu glacial. Je n'avais jamais vu mon mari regarder sa propre mère de cette façon. Il n'y avait pas d'éclat, pas de cris, mais la froideur dans ses yeux était plus effrayante que n'importe quel hurlement. Il a avancé pas à pas dans le salon. Sa voix était profonde. Qui a giflé ma femme? Toute la pièce est devenue silencieuse pendant quelques secondes. Martine, encore pleine de colère, s'est encore plus enflammée. Les mains sur les hanches, elle a immédiatement répondu. C'est moi qui l'ai giflée. Ta femme est insolente. Elle n'a pas voulu aider sa belle-sœur qui vient d'accoucher. Je l'ai éduquée. Qu'y a-t-il de mal à ça? Lucas a longuement regardé sa mère, sans baisser la tête et sans s'excuser en mon nom, comme il le faisait habituellement. Puis il s'est placé juste devant moi, comme un bouclier, comme si tant qu'il était là, personne ne pouvait me toucher. Sa voix a résonné clairement dans toute la pièce. Maman éduque sa belle-fille en la frappant. Ma femme rentre du travail de nuit. Maman ne lui a pas demandé si elle était fatiguée, si elle avait mangé, mais elle lui a ordonné de laver les sous-vêtements de quelqu'un d'autre. Selon maman, c'est la bonne façon de faire. Martine a été décontenancée un instant. Être parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que son fils cadet, silencieux et obéissant, ose la remettre en question devant tout le monde. Mais elle a vite retrouvé son arrogance. Elle a pointé Lucas du doigt, sa voix stridente. C'est sur ce ton que tu parles à ta mère? Depuis que tu t'es mariée, tu deviens de plus en plus insolent. Ta belle-sœur vient d'accoucher? Elle a demandé un peu d'aide. Ta femme aurait dû l'aider? Un point c'est tout. Cette famille n'a pas besoin d'une belle-fille égoïste. Au moment opportun, Sophie est intervenue. Sur le canapé, elle a serré son bébé dans ses bras. Sa voix était faussement triste, comme si elle était sur le point de pleurer. Lucas, je ne pensais pas que tu pensais ça de moi. Je viens d'accoucher, mon corps est encore faible. Je suis réveillée toutes les nuits avec le bébé. J'ai juste demandé à Chloé de laver quelques vêtements, mais elle s'est comportée comme si je la torturais. Je sais que ma famille est dans une situation difficile maintenant. Mon mari n'est pas là, alors tout le monde me méprise. La dernière phrase de Sophie sonnait si pitoyable, et en même temps si acérée. Si un étranger l'avait entendue, il aurait être vraiment cru que j'avais maltraité une femme en postpartum. Mais Lucas n'était plus l'homme silencieux d'autrefois. Il s'est tourné vers Sophie,
sa voix tranchante. Sophie, arrête de jouer la comédie. Si tu étais vraiment faible, nous n'hésiterions pas à t'aider. Mais l'aide, c'est différent des ordres. Laver tes sous-vêtements. Ce n'est pas le travail de ma femme. Le visage de Sophie a pâli. Peu. Être ne s'attendait-elle pas à ce que Lucas parle si ouvertement. Jusqu'à présent, aux yeux de sa belle famille, Lucas avait toujours été le fils cadet, gentil et patient. C'est pourquoi il pensait qu'il s'inclinerait toujours pour préserver l'harmonie. Mais un homme peut être patient quand on le méprise, mais il ne peut pas être éternellement patient quand on frappe sa femme sous ses yeux. Martine s'est immédiatement mise à crier. « Tu protèges ta femme à ce point? Tu me considères encore comme ta mère ou pas? Ta belle-sœur a donné un petit-fils à cette famille. Tu n'as pas pitié de ton neveu, tu n'as pas pitié de ta belle-sœur, mais tu protèges cette belle-fille qui répond à sa belle-mère? Pourquoi t'ai-je élevé si c'est pour que tu me poignardes dans le dos comme ça? » Lucas a pris une profonde inspiration. Moi, qui me tenais derrière lui, j'ai vu ses épaules se tendre. Il ne s'est pas tourné vers moi, mais je savais qu'il essayait de se contenir. Il a dit lentement, mot pour mot, « J'aime mon neveu. » Mais aimer mon neveu ne signifie pas que je doive transformer ma femme en domestique. Elle è un mari. C'è a son mari de s'occuper d'elle. Son mari ne peut pas s'occuper d'elle parce qu'il est en prison. Ce n'est pas la faute de ma femme. Tout le salon s'est figé. Les mots « en prison », comme un couteau, ont déchiré la fine couche de dignité qu'ils avaient essayé de préserver jusqu'à présent. Martine était pétrifiée, ses lèvres bougeaient, mais elle ne pouvait pas parler. Alain a froncé le front, une veine saillait sur sa tempe, et Sophie serrait fort son bébé. Son visage était d'une pâleur cadavérique, comme si on venait de la déshabiller devant tout le monde. Depuis l'arrestation de Julien, personne dans la maison n'osait prononcer ces mots ouvertement. Martine disait toujours aux voisins que son fils aîné était parti loin pour affaire. Alain avait interdit à tout le monde d'en parler. Comme si en ne disant pas la vérité disparaissait. Mais aujourd'hui, c'est Lucas qui l'a dite devant tout le monde. Sophie a dit d'une voix tremblante. « Lucas, comment peux-tu dire une chose pareille? Ton frère Julien est ton frère. » Lucas l'a regardé droit dans les yeux. « C'est justement parce que c'est mon frère que j'ai encore plus mal au cœur, mais sa faute est un fait. Et toi, Sophie, si tu aimes vraiment ton fils, vis dignement. N'utilise pas ta période postpartum pour écraser les autres. » Martine tremblait de colère. Elle m'a pointé du doigt, puis a pointé Lucas. « C'est beau, vous êtes magnifiques tous les deux. Vous êtes mariés depuis quelques années et vous faites déjà la leçon à toute la famille. Je te le demande, si papa et maman ne vous avaient pas donné une place dans cette maison, où vivriez-vous » Lucas a éclaté d'un rire sarcastique. Un rire plus douloureux que moqueur. « Dans cette maison, chaque mois, je contribue aux frais de subsistance. L'électricité, l'eau, les médicaments de papa, l'argent des courses de maman. Y a-t-il eu un mois où nous n'avons pas donné? Papa et maman ont acheté une maison pour mon frère Julien. Pendant que je restais ici pour m'occuper d'eux, je ne me suis jamais plaint. Mais si vivre ici signifie que ma femme se fait battre, qu'on la force à laver les sous-vêtements de quelqu'un d'autre, alors nous n'avons pas besoin de cette place. » En entendant cela, ma gorge s'est serrée. Depuis des années, je savais que Lucas était triste à cause des comparaisons, mais c'était la première fois qu'il exprimait sa déception devant ses parents. Sophie essayait toujours de susciter la sympathie, se couvrant avec une couverture, feignant la faiblesse. « Assez, assez, si vous nous détestez tous les deux à ce point, alors c'est nous qui partirons. J'emmènerai mon fils d'ici, pour ne plus être une horreur à vos yeux. » Elle parlait ainsi, mais ne bougeait absolument pas. Ses yeux jetaient un regard à Martine, attendant d'être défendue. Martine a immédiatement eu pitié d'elle. « Tu viens d'accoucher, où irais-tu? C'est ta maison. Personne n'a le droit de te chasser. » Mais cette fois, Lucas n'avait pas l'intention de céder. Il a montré la bassine de linge par terre. Sa voix était si froide que même moi j'en ai frissonné. « Dans cette maison, personne ne te chasse parce que tu viens d'accoucher. Mais si tu continues à considérer ma femme comme ta domestique, si tu continues à utiliser des larmes pour accuser les autres, alors rentre chez toi. Rentre chez toi, et ton mari s'occupera de toi. Ma femme n'est pas une domestique. » Cette phrase a eu l'effet d'un coup de foudre dans le salon. Sophie s'est tue. Martine a ouvert la bouche pour jurer, mais n'a pas trouvé les mots. Alain a frappé sur la table, mais Lucas est resté droit, sans reculer d'un pas. Je me tenais derrière mon mari. Mes larmes ont finalement coulé. Pas parce que j'étais faible ou triste, mais parce que pour la première fois, quelqu'un dans cette maison se tenait fermement à mes côtés. Après la phrase de Lucas, le salon est devenu si silencieux que j'entendais le tic-tac de l'horloge murale.
Martine tremblait de colère. Mais être parce qu'elle était si choquée, elle n'a pas pu répondre immédiatement. Sophie était assise sur le canapé, le visage pâle, et Alain regardait Lucas avec un air furieux mais impuissant, comme s'il ne pouvait pas croire que son fils cadet silencieux ait osé l'attaquer. Après cela, il n'y a plus eu de conversation normale. Martine a pris son petit-fils et est entrée dans la chambre en claquant délibérément la porte. Alain est sorti dans la cour et a fumé cigarette sur cigarette, bien qu'il y ait encore le panneau interdiction de fumer que j'avais accroché un jour à sa demande. Sophie a pleuré un peu, puis est également entrée dans sa chambre. La maison, auparavant bruyante, est soudainement devenue très pesante. Lucas m'a pris la main et m'a emmené dans notre chambre. Il a fermé la porte, l'a verrouillée, puis s'est tourné vers moi. Mes 2 joues brûlaient encore, mais mon cœur était rempli d'une étrange sensation. Un mélange de tristesse, de douleur et de gratitude. Lucas a pris une serviette froide et l'a posée sur mon visage. Ses gestes étaient maladroits, mais très prudents. Il a murmuré. « Ça fait encore mal ?» Cette seule question a suffi à me faire pleurer à nouveau. J'ai secoué la tête, mais ma gorge était nouée. Lucas s'est assis à côté de moi, sa voix s'est éteinte. « À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être patiente. Le ménage, on le fera autant qu'il le faut. Mais si quelqu'un veut te traiter comme une domestique, je ne le laisserai pas faire. » J'ai regardé mon mari. La colère brillait encore dans ses yeux. Pendant des années, il avait toujours choisi le silence pour préserver la paix. Mais être que les 2 gifles de sa mère m'avaient brisé les dernières miettes de sa patience. Ce jour-là, personne ne nous a appelés pour manger. Martine a délibérément préparé un bouillon d'os parfumé pour Sophie. La nourriture sur la table a refroidi. Je ne suis pas descendue non plus. Lucas est sorti et m'a apporté un bol de soupe chaude et une pommade pour le gonflement. En entrant dans la chambre, il a juste dit « Mange. Ne laisse pas ceux qui ne t'aiment pas t'affamer. » Je tenais la soupe, et mon cœur était ému. Dans cette maison, remplie des proches de son mari, il s'est avéré que seul lui me considérait vraiment comme un membre de la famille. Le soir, l'atmosphère est devenue encore plus tendue. De la chambre voisine, on entendait de temps en temps des pleurs de bébé, la voix de Martine calmant son petit-fils, et la voix de Sophie se plaignant de sa fatigue. Lucas était allongé à côté de moi, mais il n'arrêtait pas de se tourner et de se retourner. Je savais qu'il réfléchissait beaucoup. D'un côté, ses parents, de l'autre, sa femme. Tous les hommes n'ont pas le courage de se retrouver dans une situation aussi difficile. J'ai doucement posé ma main sur la sienne. Je ne veux pas, Lucas, que ce soit difficile pour toi. Lucas s'est tourné vers moi. Ce sont ceux qui t'ont fait frapper qui devraient se sentir mal, pas toi. Vers minuit, je me suis réveillée. J'avais soif. Lucas s'était déjà endormi après cette journée tendue. Je suis sortie du lit doucement. Toute la maison était sombre. Seule une petite lampe était allumée dans la chambre de mes beaux-parents. Je voulais aller directement à la cuisine. Mais en passant devant la porte de leur chambre légèrement entr'ouverte, j'ai entendu faiblement le chuchotement de Martine. « Alain, tu dois lui parler. On ne peut pas laisser Lucas être aussi dur qu'aujourd'hui. S'il emmène sa femme et qu'il déménage, on est fini. » Je me suis arrêtée. À l'intérieur, Alain a répondu d'une voix grave. « Je sais, mais il est en colère maintenant. Si on lui parle mal, on ne fera qu'empirer les choses. » Martine a insisté. « Quoi qu'il arrive, Sophie doit rester dans cette maison. Si elle emmène mon petit-fils chez ses parents, cet argent sera perdu. » Je suis restée figée dans le couloir. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Quel argent? Depuis l'arrestation de Julien, la famille de mon mari se plaignait toujours de dettes et de difficultés financières. N'est-ce pas Martine qui racontait aux proches que Julien avait fait faillite, ne laissant derrière lui que Sophie et son enfant abandonnés? Dans la chambre, Martine a continué. Sa voix était de plus en plus tendue. L'argent laissé par Julien, elle ne peut pas l'emporter. Tu n'as pas vu, Alain, que ces derniers jours, elle est tout le temps sur son téléphone? Elle échange des messages avec quelqu'un. J'ai peur qu'elle prépare sa fuite. Alain a soupiré. Attendons qu'elle ait fini sa convalescence. On en reparlera. Pour l'instant, elle a un petit enfant. Occupons-nous bien d'elle. L'important, c'est que Lucas et Chloé ne sachent rien. Mon cœur battait la chamade. J'ai reculé d'un pas involontairement. Mon dos a heurté le mur froid. Cette phrase, comme un vent glacial, a parcouru ma colonne vertébrale. Que Lucas et Chloé ne sachent rien. Cela signifie qu'il y a vraiment un secret dans cette maison, qu'on nous cache délibérément. Et ce secret n'est pas anodin, car il est suffisant pour que mes beaux-parents se retiennent face à Sophie. Assez pour que Martine ait peur que Lucas m'emmène d'ici. Je n'ai pas osé rester là plus longtemps. J'avais peur que le moindre bruit me trahisse.
Je suis retournée silencieusement dans la chambre, oubliant que je voulais boire. Une fois la porte fermée, je me suis adossée au mur. Mes mains étaient glacées. Lucas dormait encore. Son visage semblait fatigué. J'ai regardé mon mari avec des sentiments confus. Jusqu'à présent, toute la famille disait « Julien est complètement ruiné, il a laissé des dettes et Sophie est une victime paresseuse. » Mais la conversation que je venais d'entendre a fait tomber ce masque. Quelque part dans cette histoire, il y a une très grosse somme d'argent. Un argent que mes beaux-parents veulent récupérer et qui est peu être entre les mains de Sophie. Et nous avons été mis à l'écart, comme deux idiots qui n'ont pas le droit de savoir la vérité. Je me suis allongée à côté de Lucas, mais je n'ai pas pu fermer l'œil. Mes deux joues me faisaient encore mal. Mais cette douleur était maintenant remplacée par une inquiétude bien plus grande. J'ai soudain réalisé que l'incident du matin ne concernait pas seulement le linge ou deux gifles. C'était comme la pointe d'un iceberg. Sous le favoritisme, les faux pleurs de Sophie et la protection de mes beaux-parents se cachaient peut être un secret suffisant pour détruire toute la maison. Cette nuit-là, après avoir accidentellement entendu cette conversation, j'ai commencé à voir tout dans cette maison différemment. Auparavant, je pensais que Sophie n'était qu'une femme gâtée qui, même tombée dans la pauvreté, avait conservé son comportement arrogant. Maintenant, je réalisais que derrière l'image de la femme faible en postpartum se cachait peu, être bien plus. Je n'ai pas tout de suite raconté à Lucas. Il venait d'entrer en conflit avec ses parents. Ses pensées devaient déjà être assez lourdes. Je devais voir et entendre plus pour être sûre de ne pas être simplement partiale. Les jours suivants, j'ai continué à travailler et à vivre comme d'habitude. Mais chaque fois que j'étais à la maison, j'observais secrètement Sophie. Elle se plaignait toujours de combien elle souffrait, que son mari était en prison, qu'elle devait élever son enfant seule, qu'elle n'avait pas d'argent pour du lait en poudre de bonne qualité. Mais étrangement, ses affaires ne ressemblaient en rien à celles d'une personne en difficulté. La crème pour le visage sur sa coiffeuse était d'une marque que j'avais vue chez une collègue riche. Son prix représentait près de la moitié de mon salaire mensuel. Ses couches étaient également d'une marque importée, bien plus chère que les habituelles. Au début, j'ai pensé que c'était peu, être sa famille qui lui envoyait, mais un matin, en apportant les serviettes sèches dans le salon, j'ai vu un nouveau bracelet en or au poignet de Sophie. Il n'était pas très grand, mais il brillait avec son motif complexe. Je me suis tue quelques secondes. Elle a rapidement baissé la manche de sa robe pour le cacher, puis m'a regardée. « Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as jamais vu d'or » J'ai répondu calmement. Je regardais juste. « Il est joli. » Elle a éclaté d'un rire méprisant. Sa voix était pleine de dédain. « Il y a des choses qui ne sont données qu'aux chanceux. Travailler dur ne suffit pas. » Cette phrase m'a agacée, mais je n'ai pas répondu. J'ai appris. Se disputer avec quelqu'un comme Sophie ne ferait que la rendre encore plus satisfaite. J'ai juste noté mentalement. Quelqu'un qui se plaint constamment de ne pas avoir d'argent, mais qui a un nouveau bracelet en or, des cosmétiques de luxe et du matériel pour bébé haut de gamme. Ce qui était encore plus étrange, c'est que Martine, qui l'a vu, n'a rien demandé. Alain, qui l'a vu, s'est également tu. Comme si tout le monde dans cette maison savait quelque chose. Seuls nous deux étions exclus. Quelques jours plus tard, le vieux téléphone de Sophie a soudainement disparu, remplacé par un nouveau modèle à grand écran et 3 caméras. Je l'ai vue assise sur le canapé, occupée à installer des applications et à transférer des données. Martine était même à côté d'elle, tenant son petit-fils et souriant. « Il fonctionne bien, le nouveau téléphone, ma fille ?» Sophie a répondu nonchalamment. « Ça va, maman. » L'ancien était trop lent. C'était énervant à utiliser. Moi qui entendais depuis la cuisine, j'ai juste souri amèrement. Quelqu'un qui pleurait la veille de ne pas avoir d'argent pour du lait en poudre changeait de téléphone aujourd'hui, et personne dans la maison ne trouvait ça étrange. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux colis qui arrivaient à la maison. Presque chaque jour, un livreur venait. Parfois une boîte de lait en poudre chère, parfois un chauffe-biberon, parfois de nouveaux vêtements de marque pour bébé. Sophie les prenait toujours rapidement, signait à la hâte, puis emportait immédiatement le colis dans sa chambre. Si j'étais à proximité, elle disait « C'est une amie qui a envoyé un cadeau pour mon fils. » Mais son regard prudent chaque fois qu'elle portait le colis rendait sa raison encore moins crédible. Un après-midi, j'étais en congé, et je suis rentrée plus tôt. La maison était calme. Martine avait emmené son petit-fils chez les voisins pour se vanter. Alain était au café. À peine avais-je ouvert le portail que j'ai vu un livreur debout devant la porte. Il tenait un colis assez grand, emballé dans du plastique noir. Sophie est sortie rapidement de la maison. Elle portait une casquette et un masque.
Ses mouvements étaient suspects. Le livreur a demandé doucement. « Madame Sophie, voici une livraison de la part de Monsieur Antoine. » Sophie lui a immédiatement fait signe de se taire, puis lui a donné quelques billets. « La prochaine fois, téléphonez avant de venir. Ne restez pas longtemps devant le portail. » Le livreur a hoché la tête et est parti aussitôt. Moi, qui me tenais derrière le portail légèrement entrouvert, j'ai tout vu. Juste au moment où Sophie s'est retournée avec le colis, elle m'a aperçu. Son expression a changé instantanément. « À quelle heure es-tu rentrée ?» Je suis entrée dans la cour, essayant d'agir naturellement. « Qu'as-tu acheté pour que ce soit si bien emballé ?» Sophie a serré le colis plus fort contre elle. Ses yeux bougeaient rapidement. « Oh, c'est du matériel pour bébé, juste des broutilles. » Après avoir dit cela, elle est immédiatement entrée dans sa chambre et a fermé la porte. Le bruit de la clé tournant dans la serrure était très faible, mais suffisant pour que je l'entende. Je suis restée au milieu de la cour avec une inquiétude grandissante. Quel genre de matériel pour bébé doit être emballé dans du plastique noir? Quel genre de matériel pour bébé nécessite de rappeler au livreur de ne pas rester longtemps devant le portail? Ce soir-là, après le dîner, je suis délibérément restée longtemps dans le salon, à essuyer la table et les chaises. Sophie, pensant que j'étais déjà dans ma chambre, est entrée dans la sienne avec son fils. Environ 10 minutes plus tard, je l'ai entendu parler très doucement au téléphone, mais dans la maison silencieuse, quelques mots se sont quand même fait entendre. « Oui, je l'ai reçu. N'appelle pas souvent à cette heure-ci. Ne t'inquiète pas pour le reste de la marchandise. Personne ne sait encore. » La main avec laquelle j'essuyais la table s'est arrêtée. « Reste de la marchandise. » Ces 2 mots m'ont glacé le sang. Julien a été arrêté pour de la marchandise illégale. Toute la famille disait que tout avait été saisi. Alors, quel est ce reste de la marchandise dont parlait Sophie? De l'argent, de l'or ou quelque chose d'autre qui n'a pas encore été trouvé? Involontairement, je me suis approchée lentement de la porte de sa chambre. Mais à ce moment précis, la porte s'est ouverte. Sophie se tenait devant moi, le téléphone encore à la main. Son regard était perçant, très différent de son apparence faible habituelle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai calmement levé le torchon dans ma main. « Je suis en train d'essuyer la table. J'ai entendu un bruit dans ta chambre. Je pensais que c'était le bébé qui pleurait. » Sophie m'a regardé d'un air scrutateur pendant quelques secondes, puis a immédiatement raccroché son téléphone. « Ça ne te regarde pas. À partir de maintenant, ne rôde pas devant ma chambre. » Je n'ai pas répondu, je me suis juste retournée en silence et je suis partie. Mais dans mon cœur, je savais que je venais d'atteindre un coin très dangereux d'une vérité. Sophie n'était pas seulement une belle-sœur agaçante, elle cachait quelque chose. Et si ce que j'avais entendu n'était pas une erreur, l'affaire de la prison de Julien n'était peu, être que la pointe d'un iceberg bien plus grand. Une semaine après avoir entendu la phrase sur l'argent perdu, Lucas a été soudainement envoyé en déplacement pour 2 jours. D'habitude, pour un voyage aussi court, il me disait juste de bien fermer la porte et de manger correctement. Mais cette fois, avant de tirer sa valise, Lucas s'est arrêté sur le seuil de la chambre et m'a longuement regardé. Il a murmuré « Je ne suis pas tranquille de te laisser seule à la maison dans cette situation. » J'ai essayé de sourire pour ne pas l'inquiéter. « Ne t'en fais pas, Lucas, travaille tranquillement. S'il y a quelque chose, je t'appelle immédiatement. » Lucas fronçait toujours les sourcils. Être qu'il sentait aussi qu'il y avait de plus en plus de choses étranges dans cette maison, mais le travail ne pouvait pas être laissé de côté. Il ne pouvait que me dire d'éviter les conflits avec sa mère et Sophie. Avant de partir, il a dit une phrase qui m'a réchauffé le cœur. Quoi qu'il dise, retiens une chose, tu n'es pas en faute. J'ai hoché la tête. En le voyant disparaître derrière le portail, mon cœur s'est soudain senti vide. Et en effet, à peine 1 heure après le départ de Lucas, le comportement de tout le monde a changé. Martine ne se retenait plus comme lorsque Lucas était à la maison. Ce matin-là, en passant devant ma chambre, elle a dit délibérément et fort. Il y en a qui ont de la chance, mais qui ne savent pas l'apprécier. On leur donne un toit, on leur donne à manger, mais leur visage est toujours aigri. J'étais en train de plier des vêtements. J'ai entendu chaque mot, mais je n'ai pas répondu. Je savais qu'elle me provoquait. Si je répondais, elle aurait une raison d'appeler Lucas et de se plaindre de sa femme. Sophie a montré encore plus son vrai visage. Sachant que Lucas n'était pas là, elle n'avait plus besoin de faire semblant d'être faible devant moi. À midi, elle a sorti son enfant dans le salon, a délibérément posé les biberons sales sur la table, puis a dit « Chloé, lave-moi ces biberons. J'ai mal à la main. » J'ai regardé sa main, qui tapotait agilement sur son téléphone à ce moment même, puis j'ai répondu calmement. « Ce sont les biberons de ton enfant, s'il te plaît. Lave-les toi-même. »
Je me prépare pour le travail. Sophie a souri. Ton mari t'a défendu une fois, et tu te prends déjà pour une reine. Oui, ai-je répondu. Jour après jour, j'étais de plus en plus sûre qu'elle essayait de me chasser de cette maison. Si je déménageais, il ne resterait dans cette maison que mes beaux-parents et elle. Le secret derrière l'argent serait de plus en plus facile à cacher. L'après-midi, Martine a commencé à faire pression encore plus clairement. Elle a posé une pile de vieux documents sur la table de la salle à manger, puis a dit comme par hasard « Une maison, quand elle est trop pleine, ce n'est pas confortable non plus. Vous deux, vous êtes encore jeunes, forts. Vous pourriez louer un appartement à l'extérieur. Ici, il y a ta belle-sœur et son enfant. Ils ont besoin de calme. » Je l'ai regardé, le cœur glacé. Jusqu'à présent, nous avions aussi aidé à entretenir cette maison. Nous nous étions aussi occupés des parents. Mais maintenant, juste parce que Sophie était revenue, j'étais devenue l'étrangère. J'ai demandé « Vous voulez dire, maman, que vous voulez qu'on déménage ?» Martine ne m'a pas regardée. Elle a juste arrangé les papiers sur la table. « Je ne te chasse pas. Je dis juste que si tu as un peu d'amour-propre, vous vous débrouillerez vous-même. Une femme intelligente sait quand il faut reculer pour préserver la paix familiale. » J'ai souri amèrement. Il s'est avéré qu'après les 2 gifles, ils étaient passés à la méthode de l'expulsion en douceur. Mais cette nuit-là, tout a soudainement pris une autre tournure. Vers 22 heures, alors que je me préparais pour mon service de nuit, on a entendu un bruit de voiture dehors. Pas le scooter du voisin, ni le livreur habituel. On a frappé fermement à la porte. Alain a ouvert. J'étais dans les escaliers. J'ai vu 2 personnes en uniforme entrer, accompagnées d'un représentant de la municipalité. L'atmosphère dans la maison s'est immédiatement figée. Martine, qui tenait son petit-fils, s'est tue. Sophie est sortie de sa chambre. Dès qu'elle les a vus, son visage a immédiatement pâli. L'un d'eux a demandé très calmement « Madame Sophie est-elle à la maison ?» Sophie a saisi sa robe et a répondu doucement « C'est moi. »« Qu'y a-t-il, monsieur ?» L'agent a ouvert son carnet et a posé quelques questions brèves. « Avez-vous récemment communiqué avec une personne nommée Antoine ? Avez-vous reçu des colis de cette personne ? Après l'incarcération de votre mari, quelqu'un d'autre vous a-t-il envoyé de la marchandise ou de l'argent ? » Chaque question était comme une pierre jetée sur la surface d'un lac jusqu'alors calme. Sophie bégayait. « Non, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Ce sont juste des amis qui ont envoyé des cadeaux pour mon fils. » L'agent n'a pas haussé le ton et n'a tiré aucune conclusion. Il a juste noté sa réponse, puis a dit « Si nous vous convoquons plus tard pour un témoignage, veuillez coopérer. Nous avons de nouvelles informations concernant l'ancienne affaire de votre mari que nous réexaminons. » Après avoir dit cela, ils sont partis. Dès que le portail s'est refermé, Sophie a failli s'effondrer sur la chaise. Le bébé dans les bras de Martine s'est mis à pleurer bruyamment. Mais pour la première fois, j'ai vu que Martine n'avait plus le calme de rassurer son petit-fils. Elle a regardé Sophie, sa voix tremblait. « Pourquoi ? » Ils ont posé des questions sur Antoine. « Tu n'avais pas dit que tout était réglé ?» Sophie a caché son visage et a pleuré. « Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. C'est sûrement quelqu'un qui a parlé. Maman, s'il découvre, je suis morte. » Je suis restée figée dans les escaliers. Antoine, colis, reste de la marchandise. Les pièces du puzzle dans ma tête se sont soudainement assemblées. C'est à ce moment-là que Martine a levé la tête et m'a vue. Elle n'a pas crié, ne m'a pas grondé, n'a pas utilisé son ton arrogant. Au lieu de cela, elle a posé son petit-fils dans le berceau et a monté les escaliers en courant. J'ai cru qu'elle allait m'attraper pour me faire taire, mais non. Elle est entrée dans ma chambre, a fermé la porte, ses yeux étaient rouges et, à ma grande surprise, elle m'a serré la main très fort. « Chloé !» Sa voix était rauque. « Ne pars pas de cette maison maintenant. Je t'en prie. » J'étais stupéfaite. C'était la première fois depuis mon mariage que Martine utilisait le mot « s'il te plaît avec moi ». La femme qui m'avait récemment giflé, qui voulait récemment me chasser, tenait maintenant ma main comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage. J'ai retiré ma main et l'ai regardée droit dans les yeux. « Maman, vous avez peur que je parte ? Ou vous avez peur que je sache quelque chose ?» Le visage de Martine est devenu d'une pâleur cadavérique. Ses lèvres tremblaient, mais elle n'a pas répondu. Son silence suffisait pour que je comprenne. Cette famille faisait face à un problème bien plus grave que je ne le pensais. Et à partir du moment où Martine a baissé le ton et m'a supplié, j'ai su que je n'étais plus seulement une belle fille opprimée. J'étais involontairement juste devant la porte du secret qu'ils avaient essayé de cacher par tous les moyens. Lucas est rentré le 3e jour dans l'après-midi, juste au moment où il pleuvait à verse. J'étais dans la cuisine, j'ai entendu le portail s'ouvrir, puis je l'ai vu entrer, tirant sa valise.
Sa chemise était mouillée à plusieurs endroits. D'habitude, chaque fois qu'il revenait de déplacement, ma belle-mère l'aurait sûrement salué. Mais ce jour-là, Martine était juste assise dans le salon, serrant son petit-fils. Ses yeux étaient fixés sur la télévision, comme si elle n'entendait rien. Sophie était enfermée dans sa chambre. Depuis la visite des agents, elle sortait de moins en moins. Lucas a posé sa valise, m'a regardé, puis a murmuré. « Y a-t-il eu un problème pendant que j'étais absent ?» J'ai jeté un coup d'œil au salon. Martine était toujours assise là, mais ses oreilles étaient clairement tendues. J'ai juste répondu « Monte dans la chambre, change-toi, je te raconterai. » Lucas a compris. Il a monté sa valise dans la chambre, et je l'ai suivi, en fermant doucement la porte. Une fois à l'intérieur, je lui ai tout raconté. De l'arrivée des agents qui cherchaient Sophie, aux questions sur Antoine et les colis, jusqu'au comportement de ma belle-mère qui m'a soudainement supplié de ne pas partir. Je lui ai également raconté mes observations des derniers jours. Le nouveau bracelet en or, le nouveau téléphone, les colis hermétiquement emballés et la conversation téléphonique de Sophie sur le reste de la marchandise. À mesure que Lucas écoutait, son visage devenait de plus en plus sombre. Mais sa première réaction n'a pas été la colère, mais le silence. Il s'est assis sur le bord du lit, a croisé les mains et a longuement regardé devant lui. Je savais que ce que je disais était difficile à accepter. Même s'il m'avait déjà défendu, même s'il avait osé mentionner son frère emprisonné, c'était quand même ses parents et son frère. Personne ne veut croire que sa famille cache un si gros problème. Un moment plus tard, Lucas a parlé. « Être que tu as mal entendu quelque chose. Je veux dire, c'est une affaire sérieuse. S'il y a vraiment encore de l'argent ou de la marchandise, pourquoi serait-il si imprudent? » Je ne me suis pas fâchée. J'ai juste sorti mon téléphone, ouvert mes notes et lui ai montré les dates que j'avais notées. Le jour où le livreur est venu au nom d'Antoine, l'heure à laquelle Sophie a téléphoné, et les phrases que Martine a dites dans sa chambre. J'espère aussi avoir mal entendu Lucas. Mais s'il n'y a rien, pourquoi maman m'a-t-elle supplié de ne pas partir? Pourquoi les agents sont-ils venus interroger Sophie? Lucas a longuement regardé l'écran du téléphone. Son regard est lentement passé du doute à l'inquiétude. Finalement, il a soupiré lourdement. Je vais découvrir. Mais ne t'en mêle plus. Si ce que tu dis est vrai, ce n'est plus une simple dispute de famille. J'ai hoché la tête. Je savais moi-même que depuis qu'on avait à nouveau évoqué l'affaire de Julien, tout avait dépassé l'incident du linge ou les 2 gifles. Les jours suivants, Lucas est devenu beaucoup plus vigilant. Il n'a pas directement interrogé ses parents ou Sophie. Il a continué à aller travailler, à manger avec eux. Mais son regard était différent. Chaque fois que Martine parlait d'argent, chaque fois que Sophie recevait un appel et se précipitait dans sa chambre, Lucas observait en silence. Je savais qu'il vérifiait ce que je lui avais dit. L'occasion s'est présentée un soir apparemment ordinaire. Ce jour-là, Alain a demandé à Lucas de réparer le ventilateur dans leur chambre. Le vieux ventilateur était bloqué et bruyant. Alain regrettait toujours d'en acheter un nouveau. Lucas a emporté sa boîte à outils dans la chambre de ses parents. J'étais en train de faire la vaisselle dans la cuisine. Je l'ai entendu m'appeler doucement. « Chloé, viens ici 1 minute. » Sa voix était grave, mais il y avait quelque chose d'étrange. Je me suis essuyé les mains et je suis montée. La chambre de mes beaux-parents était vide. Martine était dans la chambre de Sophie avec son petit-fils. Alain était au café. Lucas était accroupi devant une vieille armoire en bois. Le tiroir du bas était à moitié ouvert. Il m'a regardé, puis a montré à l'intérieur. « Regarde ça. » Je me suis approchée. Au fond du tiroir, sous une couche de vieux journaux, se trouvait un petit livret à couverture rouge emballé dans du plastique transparent. Si Lucas n'avait pas démonté le tiroir pour trouver une vis tombée, être que personne n'aurait jamais su que le livret était là. Il a sorti le livret, sa main tremblait légèrement. Au premier coup d'œil, j'ai su que c'était un livret d'épargne. Quand Lucas l'a ouvert, nous avons tous les 2 été pétrifiés. Le solde s'élevait à plus de 100 000 euros. J'ai dû regarder plusieurs fois pour être sûr de ne pas me tromper. 100 000 euros, pas 2 000, pas 5 000, mais plus de 100 000 euros en dépôt, dans une maison où Martine se plaignait toujours de la pauvreté, des dettes et de la nécessité d'économiser parce que Julien avait laissé beaucoup de problèmes derrière lui. Mais ce qui nous a encore plus choqués, ce n'était pas le montant, mais le nom du titulaire du compte, Sophie. J'ai clairement entendu Lucas prendre une profonde inspiration. Il a ouvert la page d'information, puis s'est arrêté à la date d'ouverture du compte. La date coïncidait avec la période de l'arrestation de Julien. Seulement quelques jours après la révélation de son affaire, Lucas m'a regardé. Ses yeux étaient rouges de colère et d'offense.
Il a murmuré. Alors tu n'avais pas mal entendu? Je ne savais pas quoi dire. Dans ma tête, ont immédiatement défilé les moments où Martine se plaignait de ne pas avoir d'argent pour les médicaments, quand Alain demandait à Lucas d'avancer son salaire pour la facture d'électricité. Quand Sophie pleurait de ne pas pouvoir acheter de lait en poudre pour son fils, tout est soudainement devenu si amer et ridicule. Ils avaient plus de 100 000 euros au nom de Sophie, mais ils avaient quand même le culot de nous demander de l'argent. Ils me laissaient quand même travailler de nuit, puis m'ordonnaient de faire la lessive. Ils nous considéraient quand même comme ceux qui devaient porter leur fardeau. Lucas s'est assis par terre. C'était la première fois que je voyais mon mari aussi abattu. Il ne pleurait pas, mais sa voix était rauque. Je pensais que mes parents faisaient du favoritisme parce qu'ils aimaient mon frère Julien, parce qu'ils aimaient leur petit-fils. Il s'avère que derrière tout ça, il y a des histoires d'argent. J'ai posé ma main sur son épaule. Je ne savais pas quoi dire pour le réconforter. Parfois, la vérité la plus douloureuse n'est pas celle qui arrive soudainement, mais celle qui vous fait réaliser que votre propre famille vous a considéré comme un étranger. Lucas a pris en photo toutes les informations du livret d'épargne, puis l'a soigneusement remis à sa place. Il a dit « Ce n'est pas encore le moment de faire un scandale. Si on leur demande maintenant, ils nieront sûrement ou le cacheront. » J'ai hoché la tête. Cette fois, c'est lui qui était le plus calme. Le regard de Lucas n'était plus confus. Il était devenu plus perçant et plus déterminé. Avant de quitter la chambre de ses parents, il a encore regardé la vieille armoire en bois, puis a murmuré « S'il y a vraiment un secret dans cette maison, je le découvrirai moi-même. Je ne peux pas les laisser te frapper, t'humilier, pendant que mes parents utilisent de l'argent d'origine douteuse pour protéger les autres. » J'ai regardé mon mari, le cœur rempli d'émotions mitigées. J'avais mal parce qu'il devait finalement se méfier de ses propres parents. J'étais soulagée parce qu'à partir de ce jour, je n'étais plus seule dans cette inquiétude. Lucas avait vu la première preuve, et je savais que s'il se décidait à aller au fond des choses, cette maison ne pourrait plus cacher la vérité bien longtemps. Après avoir trouvé le livret d'épargne de plus de 100 000 euros au nom de Sophie, Lucas n'a parlé à personne immédiatement. Il a tout remis en place, et moi aussi, j'ai essayé de faire comme si je ne savais rien. Mais dans cette maison, notre silence semblait encore plus inquiéter Sophie. Elle a commencé à me regarder avec méfiance. Elle n'était plus ouvertement arrogante, mais était passée en mode d'observation silencieuse, comme un chat qui guette sa proie. Je savais que Sophie sentait déjà quelque chose. Peut-être avait-elle vu que Lucas observait plus souvent l'armoire de ses parents, ou avait-elle remarqué que je ne réagissais plus à ses provocations. Quelqu'un qui garde un secret est toujours très sensible au silence des autres. Et en effet, avant même que nous ayons pu trouver d'autres preuves, Sophie a décidé d'agir. Ce matin-là, j'étais en congé après un service de nuit. Je dormais encore quand, dehors, un cri hystérique a soudainement retenti. « Mon Dieu, mes bijoux! Maman, mes bijoux ont disparu !» Le cri a brisé le silence et je me suis redressée d'un bond dans le lit. Lucas était aussi à la maison, car il travaillait de l'après-midi ce jour-là. Nous nous sommes regardés, sentant tous les deux que quelque chose n'allait pas. À peine avions-nous ouvert la porte de la chambre que nous avons vu Sophie assise par terre dans le salon. Ses cheveux étaient en désordre. Elle tenait une boîte à bijoux en velours rouge ouverte dans sa main. Martine se tenait à côté d'elle, le visage pâle, mais les yeux pleins de colère. Alain est entré en courant de la cour, ne comprenant encore rien, mais criant déjà. « Qu'est-ce qui se passe encore ici ?» Sophie, en sanglotant, a montré la boîte vide. « Papa, maman, tous mes bijoux ont disparu. Le collier, le bracelet, l'alliance, les boucles d'oreilles en or que maman a données à mon fils pour son baptême, pour plus de 5 000 euros de valeur. » Martine m'a immédiatement regardé d'un air accusateur. Son regard était celui de quelqu'un qui attendait ce moment. Depuis qu'elle est revenue dans cette maison, rien n'a jamais disparu. Sa phrase était courte et piquante. Moi, qui me tenais à la porte, j'ai senti tout mon corps se glacer. Avant que j'aie pu ouvrir la bouche, elle s'est avancée vers moi et m'a pointé du doigt. « Chloé, avoue honnêtement. C'est toi qui les as pris, n'est-ce pas ?» Lucas s'est immédiatement placé devant moi. « Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Il n'y a aucune preuve. » « N'accuse pas ma femme. » Martine a éclaté d'un rire méprisant. « Des preuves ? Combien sommes-nous dans cette maison ? Papa et moi sommes déjà vieux. Sophie vient d'accoucher. Toi, tu travailles toute la journée. Aucun étranger n'est entré. Ou alors, les bijoux ont poussé des jambes ?» En entendant cela, Sophie a pleuré encore plus fort. « Chloé, si tu avais vraiment besoin d'argent, tu aurais pu me le dire. Pourquoi as-tu dû prendre mes souvenirs ? C'est le seul bien qui nous reste. » Je l'ai regardé.
les larmes sur son visage, la voix tremblante, les mains qui serraient la boîte vide, tout était très bien joué. Si je n'avais pas su ce qui s'était passé auparavant, j'aurais peu être cru à sa comédie. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est la réaction de Martine et d'Alain, presque sans réfléchir. Ils n'ont pas cherché, n'ont pas posé de questions détaillées, n'ont soupçonné personne d'autre, ils m'ont immédiatement accusé. Alain a dit d'un air sombre. « Si tu es innocente, laisse-nous fouiller ta chambre. Une personne honnête n'a rien à craindre. » Lucas a regardé son père, sa voix s'est durcie. Personne ne fouillera notre chambre sans raison valable. Alain a frappé sur la table. « C'est ma maison. Je fouille où je veux. C'est mon droit. Tu protèges ta femme. » Martine est intervenue. « C'est vrai, si ce n'est pas elle qui a volé, pourquoi aurait-elle peur? Peu. Être que vous êtes tous les deux dans le coup. » Cette phrase a assombri le visage de Lucas. Je savais qu'il retenait sa colère. Moi, au contraire, je suis devenue plus calme. Plus il me mettait au pied du mur, plus je devais rester calme. J'ai regardé Sophie, j'ai vu comment, en pleurant, elle guettait secrètement ma réaction. Dans ses yeux, il n'y avait pas la panique de la perte de ses bijoux, mais une très légère lueur de triomphe. Mais c'était suffisant pour que je la voie. Finalement, j'ai doucement pris la main de Lucas et j'ai murmuré « Laisse-les fouiller. » Lucas s'est rapidement tourné vers moi. « Pas question, ma chérie. Tu ne mérites pas d'être humiliée comme ça. » Je l'ai regardé, en essayant de garder ma voix stable. Si on ne les laisse pas faire aujourd'hui, ils nous accuseront pour toujours. Si quelqu'un a déjà planifié ça, voyons jusqu'où il ira avec son plan. Alain a reniflé froidement, puis a immédiatement conduit tout le monde vers notre chambre. Martine a aidé Sophie à se relever, mais celle-ci serrait toujours la boîte vide, comme si elle était la victime. Avec Lucas, j'ai suivi derrière. La porte de notre chambre s'est ouverte. Notre petite chambre était toujours dans son ordre habituel. Un lit, une armoire, un bureau et une étagère. Martine a regardé autour d'elle, puis s'est dirigée sans hésiter vers l'armoire. Lucas l'a arrêtée. « Maman, laisse au moins Chloé l'ouvrir. » Martine a repoussé la main de Lucas. « Tu te soucies encore de ta dignité. » Elle a brutalement tiré la porte de l'armoire, faisant tomber les piles de vêtements. Elle a fouillé chaque tiroir, chaque sac, chaque petite boîte. J'étais là, les poings serrés, non par peur, mais par honte. Que mes affaires personnelles soient fouillées par ma belle-mère devant tout le monde était une sensation très désagréable. Puis soudain, Martine s'est arrêtée. Du coin le plus bas de l'armoire, derrière une pile de vêtements chauds rarement utilisés, elle a sorti un sac en toile noire. Elle l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait une autre boîte en velours rouge qui semblait lourde. Sophie a immédiatement crié « C'est vrai, c'est ma boîte ?» Martine a ouvert la boîte. L'éclat de l'or se reflétait dans la lumière de la lampe de la chambre. Collier, bracelet, bague, boucle d'oreille, tout y était. C'était suffisant pour que tout le monde se taise pendant quelques secondes. Sophie s'est précipitée, a pris la boîte de bijoux, puis a crié. Je le savais, que c'était elle. Je le savais. Elle est jalouse de moi. Elle a vu que j'avais de l'or, alors elle l'a volé. Chloé, Chloé, je ne pensais pas que tu étais si méchante. Martine s'est immédiatement tournée vers moi. Sa voix sifflait. Maintenant, tu veux encore nier? La preuve est dans ton armoire. Alain m'a regardé avec un air méprisant. Il s'avère qu'on a nourri un serpent dans notre sein. Je suis restée figée. Bien que je me sois préparée au piège, je ne pensais pas que Sophie irait si loin. La boîte de bijoux était vraiment dans mon armoire. Si je ne pouvais rien prouver, en un seul matin, je passerais d'une belle fille opprimée à une voleuse aux yeux de toute la famille. Mais juste au moment où Martine voulait me traîner dans le salon pour appeler des proches comme témoins, Lucas a soudainement éclaté de rire. Un rire très faible, mais si froid que toute la pièce est devenue silencieuse. Il a sorti son téléphone de sa poche, a regardé Sophie droit dans les yeux, puis a dit « Si tu veux calomnier ma femme, souviens-toi au moins que j'ai installé une caméra dans cette chambre la semaine dernière. » Le visage de Sophie, à cet instant, est devenu blanc comme un linge. La boîte de bijoux qu'elle tenait dans sa main a tremblé violemment, et moi j'ai regardé mon mari. Mon cœur battait la chamade. Je ne savais pas quand Lucas avait installé une caméra, mais en voyant son regard calme et effrayant, j'ai compris une chose. Cette fois, ce n'était pas moi qui étais au pied du mur. La phrase de Lucas a eu l'effet d'un seau d'eau glacée versé sur le visage de mes accusateurs. La pièce, auparavant bruyante de récriminations, est soudainement devenue silencieuse. Martine me pointait toujours du doigt, mais le bout de ses doigts tremblait légèrement. Alain fronçait les sourcils, regardant Lucas. Et Sophie serrait fort la boîte de bijoux dans ses mains,
Son visage était si pâle que la fine couche de poudre ne pouvait le cacher. Je me tenais à côté de Lucas. Mon cœur battait encore la chamade. Je n'avais aucune idée de quand il avait installé une caméra dans notre chambre. Être qu'après avoir trouvé le livret d'épargne, Lucas avait déjà secrètement préparé notre issue de secours. Dans cette maison, où le noir pouvait être transformé en blanc avec quelques fausses larmes, il avait être réalisé que les mots seuls ne suffisaient pas. Pour me protéger, il avait besoin de preuves. Martine a été la première à reprendre ses esprits. Elle a durci sa voix, essayant de paraître ferme. « Qui essaies-tu d'effrayer, Lucas? Votre chambre? Qui pourrait y entrer? Quelle caméra? La preuve est clairement dans l'armoire de ta femme. Tu veux encore nier? » Alain est intervenu. Son visage était aigre. « C'est vrai. Appelons la police. Ils enquêteront sur la qualité de la belle-fille cadette de cette maison. Elle vole, mais elle a encore beaucoup d'excuses. » Au mot police, Sophie, comme si elle avait trouvé un point d'appui, a immédiatement serré la boîte de bijoux et a pleuré en sanglotant. « Appelez-les, papa. Je n'ai pas peur. C'est moi qui ai perdu mes affaires. C'est moi la victime. Chloé me déteste depuis longtemps. Hier encore, elle m'a dit de me débrouiller seule. Maintenant, son vrai visage est sorti. Être qu'elle pense que parce que mon mari est en prison, personne ne me protégera, moi et mon fils, alors elle veut nous prendre notre seul bien. » Chacune de ses paroles, comme une aiguille, me piquait les oreilles. Mais cette fois je ne tremblais plus comme lorsqu'il fouillait mon armoire. Je me tenais droite et regardais Sophie jouer la comédie jusqu'à sa dernière phrase. Mes deux joues me faisaient encore légèrement mal des gifles de l'autre jour. La douleur me rappelait que j'étais restée silencieuse trop longtemps. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pleuré. Je voulais voir la fin. Jusqu'où cette femme pouvait-elle déformer les faits? Lucas n'a pas discuté plus longtemps. Il a sorti son téléphone, a ouvert une application de surveillance par caméra, puis a tourné l'écran vers tout le monde. Sa voix était froide. « Vous voulez appeler la police? Allez-y, mais avant, regardez ça. » Sur l'écran est apparue une vidéo de notre chambre à coucher, prise à l'aube. La caméra, depuis le haut de l'étagère, filmait directement la porte et l'armoire. D'abord, la chambre était vide. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte lentement. Une silhouette, serrant un sac en toile noire, est entrée. Rien qu'à sa démarche, j'ai su que c'était Sophie. Elle portait le même peignoir rose qu'en ce moment. Dans la vidéo, Sophie s'est arrêtée près de la porte, a regardé autour d'elle un instant, puis s'est rapidement dirigée vers mon armoire, a ouvert la porte du bas, a écarté la pile de vêtements chauds et a mis le sac en toile noire à l'intérieur. Non seulement ça, elle a même soigneusement recouvert le sac de quelques vêtements pour donner l'impression que c'était en désordre depuis le début. Avant de sortir, elle a encore regardé en arrière, puis a refermé très lentement la porte. Personne ne pouvait parler. Le visage de Sophie était d'une pâleur cadavérique. La boîte de bijoux dans sa main est soudainement devenue si lourde qu'elle a dû la poser. Martine était pétrifiée, ses lèvres bougeaient. Alain regardait fixement l'écran. Son expression est passée de la colère à une grande gêne. La vérité était là, sous leurs yeux, si claire que personne ne pouvait faire semblant de ne pas la voir. J'ai regardé Sophie, et j'ai demandé très doucement. « Sophie, veux-tu toujours dire que c'est moi qui ai volé ?» Sophie a reculé d'un demi-pas. Elle a bégayé. « Non, non. Je me suis sûrement trompée d'endroit. Je viens d'accoucher, je suis étourdie. J'ai être cru que c'était ma chambre. » Lucas a éclaté d'un rire sarcastique. « Ta chambre est au bout du couloir. La nôtre est à côté de l'escalier. L'armoire de ma femme ne ressemble en rien à la tienne. Tu as apporté la boîte de bijoux, traversé la moitié de la maison, ouvert l'armoire de ma femme et l'as cachée dans le coin le plus profond. Et maintenant, tu dis que tu t'es trompée ?» Martine a soudainement coupé, essayant de sauver la situation. Être que cette vidéo est montée. De nos jours, la technologie est avancée. Tu es technicien, tu peux faire n'importe quoi. Je l'ai regardée, le cœur rempli d'émotions mitigées, un mélange de douleur et de ridicule. Jusqu'à ce point, elle ne voulait toujours pas admettre que sa belle-fille préférée m'avait tendu un piège. À ses yeux, la vérité n'était pas aussi importante que de protéger celle qu'elle voulait protéger. Lucas ne s'est pas énervé, il a juste joué un autre enregistrement. Je savais que maman dirait ça, c'est pourquoi j'ai aussi préparé ça. Le son qui sortait du téléphone était très clair. C'était la voix de Sophie. Faible, mais perçante. Je l'ai mis dans son armoire. Cette fois, qu'on la jette hors de la maison,
Elle croit que parce que Lucas la protège, elle peut tout faire. On verra si, une fois traitée de voleuse, elle pourra encore marcher la tête haute. Dès que la phrase s'est terminée, l'air dans la pièce a semblé se raréfier. Sophie a reculé. Son dos a heurté le bord du lit. Cette fois, elle ne pouvait plus pleurer. Dans la chambre voisine, le bébé s'est soudainement mis à pleurer bruyamment, mais Sophie est restée figée. Ses yeux étaient grands ouverts. Son visage était paniqué, comme celui de quelqu'un dont on venait d'arracher le dernier masque. Je me suis avancée, cette fois, je n'ai pas évité son regard. J'ai dit clairement « Tu voulais me faire passer pour une voleuse. Tu voulais qu'on me jette de cette maison. Humiliée. Mais tu as oublié une chose. Une personne honnête n'a pas peur de la lumière. » Sophie a profondément baissé les yeux. Martine s'est assise sans force sur le bord du lit. Elle a mis sa main sur son front. On ne sait si c'était par honte ou par peur. Alain s'est détourné en silence, mais je savais qu'il n'avait plus de mots pour se défendre. Le scénario de calomnie, qui, selon eux, me mettrait au pied du mur, est finalement devenu le piège dans lequel ils sont tombés eux-mêmes. Lucas a remis son téléphone dans sa poche. Sa voix était calme, mais effrayante. À partir de maintenant, personne ne touchera à nos affaires dans cette maison, et que personne ne pense qu'avec quelques larmes, on peut transformer le noir en blanc. Si ça se reproduit, cette vidéo ne sera pas seulement sur mon téléphone. Je me tenais à côté de mon mari et je regardais un par un les visages dans la pièce. Pour la première fois, après tant d'humiliations, j'ai senti que je n'étais plus celle qui était au pied du mur. La vérité était de mon côté. Mais je savais aussi que lorsqu'une calomnie est démasquée, les secrets qui se cachent derrière ne font que commencer à se révéler. Après la phrase de Lucas, Sophie ne pouvait plus maintenir son masque pitoyable. La boîte de bijoux dans sa main semblait être la preuve de sa culpabilité. Elle a regardé Lucas, puis Martine, et enfin moi. Sa voix s'est soudainement étrangement adoucie. « Chloé, j'ai fait une erreur. Je viens d'accoucher. Mon état psychologique est instable, en plus de la pression de l'affaire de Julien. C'est pour ça que j'ai été émotive et que j'ai agi de manière irréfléchie. Pardonne-moi pour cette fois, d'accord ? J'ai regardé cette femme qui, quelques minutes auparavant, m'accusait de vol. Mon cœur n'avait plus de pitié. S'il n'y avait pas eu la caméra, ma vie dans cette maison aurait été détruite. Une phrase sur un état psychologique instable ne peut pas effacer une intention malveillante. Avant que je puisse répondre, Lucas est intervenu. Tu n'as pas été émotive. Tu as planifié ça très soigneusement. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je sois déjà vigilant. Sophie s'est tue. Martine a immédiatement coupé. Sa voix n'était plus sévère, mais elle essayait toujours de défendre sa belle-fille préférée. Assez. Le problème est clair maintenant. Sophie a fait une erreur. Je lui parlerai. Nous sommes une famille. Réglons ça en interne. N'en faisons pas toute une histoire. J'ai entendu et j'ai juste souri amèrement. Quand il pensait que c'était moi qui avais volé, il voulait appeler la police, les proches. Dès qu'il s'est avéré que c'était Sophie la coupable, le problème est immédiatement devenu une affaire de famille. Lucas a regardé sa mère, ses yeux plus froids que jamais. Si maman veut vraiment régler le problème en interne, d'accord ? Aujourd'hui, on règle tout. Cette boîte de bijoux n'est qu'un détail. Je voudrais que Sophie explique encore une chose. Alain, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a froncé les sourcils. Qu'y a-t-il encore ? Ne te vante pas d'avoir gagné. Lucas n'a pas regardé son père, il s'est juste tourné vers Sophie. Ce livret d'épargne de plus de 100 000 € à ton nom, d'où vient-il ? Toute la pièce est immédiatement devenue silencieuse. Sophie semblait figée. Ses yeux étaient grands ouverts, ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Martine s'est levée d'un bond. Son expression a changé radicalement. Alain a réagi le plus violemment. Il s'est avancé et a crié sur Lucas. « Tu as fouillé les affaires de ton père ? Qui t'a permis de toucher à l'armoire de ton père ?» Lucas n'a pas reculé. Il a répondu calmement. « Je n'ai pas fouillé. Je réparais le ventilateur dans la chambre de papa. Le tiroir était bloqué, alors je l'ai démonté, et c'est là que je l'ai vu. Je voudrais aussi poser une question. Dans cette maison, tout le monde se plaint de ne pas avoir d'argent, pas d'argent pour le lait en poudre du neveu. Mais pourquoi y a-t-il plus de 100 000 € cachés dans l'armoire de papa ? S'il vous plaît, papa, expliquez. » Le visage d'Alain est devenu rouge, mais il n'a pas répondu à la question. Il a juste frappé sur le côté de l'armoire et a grogné. « Ça ne te regarde pas. L'argent appartient à qui il appartient. Tu es le fils cadet. Tu n'as pas le droit de poser des questions. » Lucas a éclaté d'un rire sarcastique. « Je ne poserais pas de questions si ma femme n'avait pas été battue, calomniée, et si on n'avait pas voulu la chasser de cette maison. Mais quand toute la famille s'acharne à se débarrasser de nous,
j'ai le droit de savoir pourquoi. J'ai sorti le téléphone. Dessus, il y avait les photos du livret d'épargne que Lucas avait prises, avec le nom, le montant et la date d'ouverture du compte. J'ai tourné l'écran vers tout le monde. La date d'ouverture du compte est quelques jours après l'arrestation de mon beau-frère Julien. Plus de 100 000 € au nom de Sophie. S'il vous plaît, expliquez. D'où vient cet argent? Sophie a regardé l'écran du téléphone. Ses lèvres tremblaient. Elle a pris une profonde inspiration, puis a dit d'une voix faible. Cet argent vient de mes parents. Ils avaient pitié de moi, d'élever mon enfant seul, alors ils m'ont envoyé de l'argent. Qu'y a-t-il de mal à ça? Après avoir dit cela, comme si elle avait retrouvé un peu de confiance, elle a levé la tête et m'a regardée. Ou maintenant, je dois aussi te rendre des comptes si mes parents me donnent de l'argent? J'ai lentement hoché la tête, puis j'ai demandé calmement. Si cet argent vient de tes parents, pourquoi ma belle-mère a-t-elle dit cette nuit-là qu'il devait te garder ici à tout prix? Pourquoi a-t-elle dit que si tu rentrais chez tes parents, cet argent serait perdu? Dès que la question a été posée, le visage de Sophie a de nouveau pâli. Martine s'est immédiatement tournée vers moi. Son regard était paniqué et furieux. Peut-être ne s'attendait-elle pas à ce que j'ai entendu la conversation. Dans sa confusion, Martine a lâché. C'est l'argent de Julien, pas de sa famille. Dès que la phrase a été prononcée, la pièce a semblé tomber dans un puits sans fond. Martine a immédiatement mis sa main sur sa bouche, mais il était trop tard. Sophie l'a regardé rapidement, avec colère et peur. Alain a fermé les yeux. Sa mâchoire s'est durcie, et Lucas était pétrifié. Son visage a perdu sa couleur. La vérité, qu'il essayait peu, être encore de nier, venait finalement de la bouche de sa propre mère. J'ai regardé Martine, ma voix était lente. Donc maman savait, papa savait, Sophie savait aussi. Seuls nous deux ne savions rien. Personne n'a répondu. Le silence était plus clair que n'importe quel aveu. Lucas s'est tourné vers Sophie. Chaque mot semblait lourd. L'argent de mon frère Julien, d'où vient-il? D'une affaire honnête? Ou est-ce ce qui reste du réseau de contrebande de cigarettes? Sophie a immédiatement secoué la tête. Je ne sais pas. On m'a juste dit de le garder. C'est ton frère Julien qui m'a dit d'ouvrir un compte. Alors j'ai ouvert un compte. J'étais enceinte. Qu'est-ce que j'en savais? Mais sa voix était déjà brisée. Son arrogance, avec laquelle elle m'accusait de vol d'or, avait disparu. Alain a frappé durement sur la table, faisant trembler la boîte de bijoux. Assez. À partir de maintenant, personne ne parlera de ce sujet. Lucas, si tu continues à insister là, dessus, je vous jette dehors aujourd'hui. Cette maison est la mienne. Je ne laisserai pas un enfant ingrat, qui fouille dans la honte de son frère, y vivre. Lucas a longuement regardé son père. Il y avait de l'humiliation et de la déception dans ses yeux, mais plus de peur. Il a pris ma main, l'a serrée doucement, comme pour me dire que cette fois, il ne reculerait pas. Puis il a répondu, sa voix si ferme que même Martine a levé la tête. Papa peut me jeter dehors, mais il ne peut pas jeter la vérité dehors. Alain s'est tu. Sophie a baissé les yeux, ses épaules tremblaient. Martine s'est assise sur la chaise. Son visage était confus, comme celui de quelqu'un dont le dernier rempart venait de s'effondrer. Et moi, qui me tenais à côté de Lucas, j'ai senti pour la première fois que tout cela dépassait les limites d'un conflit familial. La boîte de bijoux, le livret d'épargne, les colis étranges, le nom d'Antoine et les plus de 100 000 € étaient tous reliés par un fil noir, et plus on tirait ce fil, plus tout le monde s'en mêlait, tous ceux qui avaient cru pouvoir nous faire taire avec des larmes, l'autorité parentale et le mot « nous sommes une famille ». La déclaration de Lucas a plongé la pièce dans un silence effrayant. Alain était toujours là, la main sur le bord de la table, les jointures blanches. Martine a baissé les yeux. Son visage n'était plus en colère, mais plutôt paniqué. Sophie serrait fort sa boîte de bijoux. Ses yeux se déplaçaient frénétiquement entre sa belle-mère, son beau-père et nous, comme si elle calculait sur qui elle pouvait encore compter. Mais en voyant que Lucas n'avait pas l'intention de s'arrêter, Sophie a soudainement changé d'expression. Elle a jeté la boîte de bijoux sur le lit, puis a pointé du doigt Martine et Alain. Sa voix tremblait de peur et de colère. « Ne me mettez pas tout sur le dos. Cet argent, je n'étais pas la seule à vouloir le garder. Papa et maman m'ont dit d'ouvrir un compte. Papa et maman m'y ont forcé. » Martine a levé la tête. Ses yeux étaient grands ouverts. « Qu'est-ce que tu racontes, Sophie ?» Sophie a éclaté d'un rire sarcastique, un rire étrange, paniqué. « Je dis la vérité. Maintenant que nous en sommes là, vous voulez encore que je me taise pour que vous fassiez de moi le bouc émissaire? Vous me croyez si stupide que ça? » Alain a frappé sur la table. « Silence! Plus tu parles, plus tu auras des ennuis. »
Mais le cri ne pouvait plus arrêter Sophie. La femme qui m'avait récemment tendu un piège était maintenant acculée et devait se sauver. Et une personne comme Sophie, quand elle a peur, n'hésite pas à entraîner n'importe qui dans sa chute. Elle a crié. Quand Julien a été arrêté, c'est maman qui m'a traîné dans la chambre, m'a donné un sac plein de documents et m'a ordonné d'aller à la banque ouvrir un compte. Maman a dit que si l'argent était au nom de Julien, ça finirait par se savoir. Maman a dit « Tu es enceinte. Les gens auront sûrement pitié de toi, donc le plus sûr, c'est que tu le gardes. » J'écoutais et j'avais des frissons. Martine a ouvert la bouche pour nier, mais Sophie ne lui en a pas laissé l'occasion. Maman a aussi dit que si j'obéissais, elle s'occuperait de moi après l'accouchement, s'occuperait de son petit-fils. Et notre maison, quoi qu'il arrive, maman s'assurait que nous ayons un endroit où vivre. Et maintenant, quoi? Après que j'ai accouché, maman a commencé à vouloir l'argent et son petit-fils. Elle croit que je ne sais pas? Martine tremblait. Parle correctement. Si je n'étais pas là, toi et ton fils, qui sait ce que vous seriez devenus? Sophie a immédiatement rétorqué. Si ce n'est pas moi qui avais ouvert le compte, cet argent serait-il encore en sécurité? Ne parlez pas comme si vous m'aimiez. Vous m'avez gardé ici parce que vous aviez peur que j'emmène votre petit-fils et le livret d'épargne chez mes parents. C'est vrai, n'est-ce pas? Cette phrase a semblé faire tomber les derniers masques dans la pièce. Je me tenais à côté de Lucas et je regardais avec effroi les visages. Il s'est avéré que cette maison n'était pas basée sur les liens familiaux, mais sur le calcul. Martine ne s'occupait pas de Sophie par pitié. Sophie ne restait pas ici pour être protégée. C'est à cause de l'argent qu'elles étaient liées, à cause de l'argent qu'elles se méfiaient l'une de l'autre, et à cause de l'argent qu'elles étaient prêtes à blesser les autres. Lucas a regardé ses parents, sa voix était rauque. Donc, papa et maman savaient exactement que l'origine de l'argent était problématique. Alain a évité le regard de son fils. Martine a dit à la hâte « Ton père et ta mère voulaient juste sauver un peu de fortune pour le petit-fils. Julien a fait une erreur. Il est déjà en prison. Mais mon petit-fils, quelle est sa faute pour qu'il n'ait rien dès sa naissance ?» Lucas a ri. Un rire plein de douleur. Maman utilise le nom du petit-fils pour justifier la conservation d'argent malhonnête. Et puis, quand ma femme rentre du travail de nuit, vous lui ordonnez de faire la lessive et vous la giflez 2 fois. Maman se souvient-elle qu'elle est aussi un être humain? Ou aux yeux de maman, celui qui a de l'argent malhonnête mérite plus de protection que celui qui vit honnêtement? Martine s'est tue. Sophie, comme si elle n'avait plus peur de rien, a continué à parler. Elle a avoué qu'avant l'arrestation de Julien, Julien avait demandé à un homme nommé Antoine de transférer une grosse somme. Une partie a été déposée sur le compte ouvert à son nom. Le sort du reste n'était pas clair. Mes beaux-parents l'ont su après coup, mais au lieu de dire à Sophie de le rendre, ils ont plutôt planifié comment le garder, car ils avaient peur de perdre ce qu'ils appelaient le fruit du dur labeur de Julien. Alain a grogné. « C'est mon fils. Même s'il a fait une erreur, c'est mon sang. Je ne peux pas regarder le fruit de son dur labeur se perdre comme ça. » Lucas a demandé très lentement. « Du dur labeur ou du crime, papa ?» La question était comme une gifle au visage d'Alain. Il a pointé Lucas du doigt. Ses lèvres tremblaient. « Tu es un ingrat. Tu protèges ta femme au point de vouloir détruire ta propre famille. » Lucas a immédiatement répondu. « Personne ne détruit cette famille. La cupidité de papa et maman l'a détruite depuis longtemps. J'ai regardé Sophie et j'ai soudain compris pourquoi elle me détestait autant. Pas seulement parce que je n'étais pas disposée à laver ses vêtements. Pas seulement parce que Lucas m'avait défendu. Mais parce que nous étions le dernier obstacle dans cette maison. Si nous partions, Sophie et sa belle-mère auraient pu continuer à se battre pour l'argent dans l'ombre. Tant que nous étions là, la vérité finirait par éclater. J'ai dit doucement, mais de manière audible pour tout le monde. C'est donc pour ça que vous m'avez accusé de vol. Vous vouliez que j'aie une mauvaise réputation et qu'on me jette de cette maison. Et papa et maman auraient soutenu ça, n'est-ce pas? Personne n'a répondu. Mais leur silence était la réponse la plus claire. Sophie a baissé les yeux, Martine s'est détournée. Alain haletait de colère. Et Lucas est resté longtemps, silencieux, puis a regardé ses parents avec un regard que je n'oublierai jamais. Ce n'était plus de la déception, mais le regard d'un enfant qui venait de voir le côté le plus sombre de sa famille. Il a dit chaque mot lent et douloureux. Il s'avère que papa et maman me méprisaient parce que j'étais pauvre, parce que je n'étais qu'un employé. Mais finalement, l'argent dont papa et maman étaient si fiers, c'est l'argent malhonnête de mon frère. Et celui qu'ils méprisaient le plus, c'est précisément celui qui ne vous a jamais forcé à baisser les yeux devant la loi. Cette phrase a fait pleurer Martine, mais cette fois, personne ne savait si ces larmes étaient des larmes de regret,
de peur ou de déception parce que son secret avait été révélé. L'air dans la pièce était si suffocant qu'un seul souffle semblait pouvoir tout faire exploser. Sophie était recroquevillée sur le bord du lit, les yeux rouges, mais elle n'osait plus pleurer. Martine regardait constamment son mari, sa main tremblait. Alain essayait toujours de maintenir son masque de dureté, mais son visage gris trahissait tout. Et Lucas se tenait au milieu de la pièce, comme quelqu'un dont la confiance venait d'être brisée par sa propre famille. C'est à ce moment précis que, de l'extérieur, on a entendu la voix du facteur. Un courrier pour Monsieur Alain. La voix était si ordinaire qu'elle sonnait étrangement au milieu de la tempête qui faisait rage dans la maison. J'ai regardé Lucas, il a légèrement froncé les sourcils, puis a lâché ma main et est descendu. Personne ne parlait, mais tout le monde entendait clairement ses pas dans l'escalier. Ils étaient lourds, comme s'ils frappaient la poitrine de chacun. Un instant plus tard, Lucas est revenu, une enveloppe brune à la main. Dans le coin, un cachet rouge de l'administration pénitentiaire. Dès qu'elle a vu le cachet, Martine s'est levée d'un bond. « Une lettre de Julien ? Donne que je vois. » Mais Lucas ne l'a pas donnée immédiatement. Il a regardé le nom du destinataire sur l'enveloppe, puis a dit lentement « Le destinataire, c'est Lucas. » La main de Martine s'est arrêtée en l'air. Son visage est devenu encore plus tendu. Lucas a ouvert l'enveloppe devant tout le monde. À l'intérieur, quelques feuilles de papier à lettres. L'écriture était légèrement inclinée et irrégulière. J'avais déjà vu l'écriture de Julien sur quelques cartes de vœux de Noël, alors je l'ai reconnu immédiatement. Lucas est resté silencieux, a lu les premières lignes, puis son expression a complètement changé. Il a levé la tête, a regardé ses parents, puis Sophie. Un regard qui a immédiatement fait baisser les yeux à Sophie. Il a dit très doucement. « Mon frère Julien écrit. Si un jour Sophie et nos parents se disputent à cause de l'argent, remets cette lettre aux autorités. » Dès que la phrase a été prononcée, l'air dans la pièce a semblé se raréfier. Martine a chancelé et s'est assise sur la chaise. Alain a crié, mais sa voix n'était plus ferme. Qu'est-ce qu'il peut savoir de là où il est ? Ne lis pas plus loin. Lucas a regardé froidement son père. Je vais la lire, parce que cette lettre m'est adressée. Puis Lucas a continué. Dans la lettre, Julien avouait que les plus de 100 000 € au nom de Sophie n'étaient qu'une petite partie, virée à la banque pour détourner l'attention. La plus grande partie de l'argent, converti en lingots d'or, avait été cachée dans leur ancienne maison avant son arrestation. Il écrivait « Au début, je croyais que mes parents et ma femme le garderaient pour l'avenir de mon fils. Mais plus je restais ici et que j'entendais les nouvelles de l'extérieur, plus je réalisais qu'ils avaient commencé à se soupçonner, à se concurrencer et à se blâmer. Sophie s'est mise à trembler soudainement, elle a bégayé. « Non, non, ce n'est pas vrai, il invente ça. Là-bas, son état psychologique est instable, c'est pour ça qu'il pense des choses bizarres. » Mais sa voix était si faible que personne ne pouvait être convaincu. Lucas n'a pas discuté, il a juste continué à lire. Chaque mot était lent et cruel. Julien écrivait que leurs parents savaient exactement que l'argent n'était pas propre, mais qu'ils l'avaient quand même gardé, parce qu'ils aimaient l'argent. C'est Alain qui avait ordonné qu'une partie de l'argent soit déposée au nom de Sophie, pour qu'ils soient en sécurité. C'est Martine qui gardait la clé de leur ancienne maison et qui, de temps en temps, y allait sous prétexte de faire le ménage, pour vérifier la cachette de l'or. Ces mots étaient comme une gifle pour eux deux. Martine s'est tenue la poitrine, et Alain était pétrifié. Ses yeux étaient rouges de colère et de peur, mais ce qui m'a le plus glacé, c'était la partie suivante. Julien décrivait clairement que Sophie n'était pas du tout aussi innocente que tout le monde le pensait. C'est elle qui tenait la liste des acheteurs, acceptait les acomptes et organisait les dates de livraison pour de nombreuses transactions. Chaque fois qu'il y avait un nouvel acheteur, Sophie utilisait un téléphone séparé pour communiquer, puis notait tout dans un petit carnet avec des codes. Julien avouait que lors de l'enquête initiale, comme Sophie était enceinte et que de nombreuses preuves n'avaient pas encore été trouvées, elle avait échappé à une peine sévère. Mais cela ne signifiait pas qu'elle était innocente. J'ai regardé Sophie. Il ne restait plus rien du masque de la mère malheureuse. Son visage était d'une pâleur cadavérique. Ses lèvres tremblaient violemment, ses deux mains agrippaient sa robe, comme si elle avait peur de tomber. Martine la regardait avec un air terrifié. « Sophie, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu avais dit que tu devais juste garder l'argent. » Sophie n'a pas répondu. Son silence a été ce qui a fait vieillir Martine de 10 ans en un instant. Lucas lisait la dernière partie, sa voix était rauque. « Si tu reçois cette lettre, cela signifie que je ne fais plus confiance à personne dans cette maison. Ne laisse pas Sophie utiliser mon fils comme un bouclier. Elle en sait plus que n'importe qui d'autre. Et ne laisse pas papa et maman, à cause de leur cupidité, entraîner toute la famille dans la boue.
Le problème, c'est moi qui l'assume, mais ne laisse pas des innocents souffrir aussi. Après avoir fini de lire, Lucas a posé la lettre. Personne ne parlait. Dans la chambre voisine, le bébé s'est soudainement mis à pleurer bruyamment. Ses pleurs innocents sonnaient si déchirants au milieu de cette maison pleine de culpabilité. Sophie s'est lentement assise par terre. La boîte de bijoux à côté d'elle s'est renversée. Quelques bijoux sont tombés en cliquetant. Le visage de Martine était exsangue. Et Alain, pour la première fois, n'a pas pu se tenir droit. Il a dû s'appuyer sur l'armoire. J'ai regardé la lettre dans la main de Lucas. Mon cœur était glacé. Une lettre de prison, quelques fines feuilles de papier, mais suffisantes pour détruire tout le masque familial qu'ils avaient construit jusqu'à présent. Il s'est avéré que toutes les plaintes, les larmes et les conseils sur les liens familiaux n'étaient qu'un voile pour la cupidité et la peur. Lucas a plié la lettre, l'a remise dans l'enveloppe et a regardé un par un les gens dans la pièce. Sa voix était grave, mais très claire. À partir de maintenant, ce n'est plus une affaire de famille. Martine a levé la tête, paniquée. Lucas, qu'est-ce que tu veux faire? Il a pris ma main. Sa main était froide, mais très forte. Je vais faire ce que cette famille aurait dû faire depuis longtemps. Je vais remettre la vérité aux autorités. Cette fois, personne n'a osé l'arrêter. Lucas n'a pas dit cette phrase pour faire peur. Je connais mon mari. Dès qu'il a plié la lettre de Julien et l'a mise à côté des enregistrements de la caméra, de l'enregistrement vocal, des photos du livret d'épargne et de mes notes, j'ai su qu'il avait pris une décision définitive. Pas parce qu'il voulait se venger de ses parents, et encore moins parce qu'il voulait détruire qui que ce soit. Simplement, il ne pouvait plus laisser une maison pleine de pourriture utiliser le mot lien du sang pour faire taire les innocents. Martine a été la première à réagir. Elle s'est précipitée et s'est agenouillée devant Lucas. Des deux mains, elle a saisi le pantalon de son fils. La belle-mère qui m'avait giflé, qui m'avait humilié, pleurait maintenant à chaudes larmes. « Lucas, je t'en supplie, mon fils. Nous sommes une famille, après tout. Ne détruis pas notre propre famille. Ton frère est déjà en prison. Tu veux que ton père et ta mère le suivent ?» Lucas a longuement regardé sa mère. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix est restée calme. « Ce n'est pas moi qui détruis qui que ce soit, maman. La cupidité de papa et maman a détruit cette maison depuis longtemps. » En entendant cela, Alain s'est mis en colère. Il s'est précipité pour prendre l'enveloppe des mains de Lucas, mais j'avais déjà reculé d'un pas. Depuis que Lucas avait fini de lire la lettre, j'avais secrètement appelé le représentant de la municipalité, celui qui était venu la dernière fois avec les agents. Je n'étais pas sûre que cela suffirait à nous protéger, mais il fallait au moins un témoin extérieur dans la maison pour que la vérité ne puisse plus être déformée par des larmes et des cris. À cet instant, Sophie ne pouvait plus jouer le rôle de la mère faible. Elle a pris son enfant, a saisi un sac, y a jeté quelques vêtements de bébé, puis a tenté de s'échapper par la porte de derrière. Mais à peine avait-elle ouvert la porte que plusieurs personnes se tenaient déjà dehors. Les autorités étaient de retour. Cette fois, elles ne venaient pas pour poser des questions. Elles arrivaient après le signalement concernant l'argent suspect, les colis étranges et les preuves que Lucas avait envoyées plus tôt. La maison est devenue un chaos. Martine pleurait en serrant son petit-fils. Alain n'arrêtait pas de répéter qu'il ne savait rien, et Sophie était figée à la porte. Son visage était d'une pâleur cadavérique. Les voisins, attirés par le bruit, regardaient. La femme qui, auparavant, se vantait toujours fièrement de son fils aîné riche, qui méprisait toujours le petit salaire de son fils cadet, baissait maintenant les yeux, n'osant regarder personne. J'ai regardé la scène, et mon cœur n'était pas rempli de satisfaction, comme je l'avais imaginé. Seulement une profonde tristesse. Les jours suivants, tout s'est déroulé conformément à la loi. Le livret d'épargne de plus de 100 000 € a été gelé. L'ancienne maison de Julien a été perquisitionnée. Les lingots d'or cachés derrière le mur ont été trouvés exactement là où la lettre le décrivait. Sophie a été emmenée pour un interrogatoire plus approfondi sur son rôle dans la tenue des notes, l'acceptation de l'argent et la dissimulation des biens. Alain et Martine ont également dû subir une enquête, car ils connaissaient l'origine de l'argent mais l'avaient quand même gardé, et avaient même prévu de se l'approprier. Je ne raconte pas cela pour dire qui méritait d'être puni, car après tout, c'est la famille de mon mari. J'ai vu Lucas assis pendant des heures sur la terrasse, perdu dans ses pensées, regardant la cour de la maison où il a grandi. Un étranger n'aurait pu être vu qu'un enfant qui a résolument révélé la vérité. Mais moi, j'ai vu un homme qui, de ses propres mains, a coupé la partie pourrie du toit de sa propre maison. Et ce n'était pas du tout une chose facile. Avant que nous déménagions, Martine était assise dans le salon. Plusieurs mèches grises étaient apparues dans ses cheveux.
Elle ne me grondait plus, ne m'appelait plus d'un ton arrogant. En passant devant elle, elle m'a interpellée doucement. « Chloé. » Je me suis arrêtée. Elle a regardé mes 2 joues, les traces des gifles disparues depuis longtemps, puis a baissé les yeux et a murmuré. « J'ai eu tort. » Juste 2 mots, tardifs et gênés, mais suffisants pour que mon cœur se serre. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai juste dit « J'espère, maman, qu'à l'avenir, vous ne frapperez plus jamais personne et que vous ne forcerez plus jamais personne à porter la faute d'un autre. » Lucas a sorti 2 valises. Avant de partir, il a regardé ses parents. Sa voix n'était plus en colère comme alors, seulement lourde et triste. « À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai pas ma femme vivre dans une maison où l'argent malhonnête est la dignité. Quand papa et maman voudront vraiment vivre honnêtement, je resterai toujours leur fils. Mais je ne peux pas rester ici et faire comme si de rien n'était. » J'ai pris la main de mon mari et nous sommes sortis de la maison. Dehors, la pluie venait de cesser. La rue était encore mouillée, mais l'air semblait beaucoup plus frais que les jours suffocants que nous avions vécus. Je n'ai pas emporté de vengeance avec moi. La vengeance n'aurait fait qu'alourdir mon cœur. J'ai juste emporté un soulagement. Le soulagement de celle qui pouvait enfin quitter un endroit où on la considérait comme une domestique, où sa patience était prise pour acquise. Plus tard, chaque fois que je repenserai à ce matin où j'aurais dû laver ses sous-vêtements, mon cœur me fera peu, être encore mal. Mais je saurai aussi que, parfois, un incident apparemment insignifiant est la porte qui révèle toute la vérité qui se cache derrière. Si ce jour-là, j'avais continué à m'incliner, on m'aurait peu. Être continué à me donner des ordres, à me frapper, à me calomnier et à m'entraîner dans une faute qui n'était pas la mienne. La vie d'une femme, surtout en tant que belle-fille, connaît parfois sa plus grande souffrance non pas par manque d'argent, mais en vivant dans un endroit où personne ne respecte sa dignité humaine.